Voilà, et puis du coup, eh bien, ce serait super de nous dire d'où vous venez, puisque les conférences en ligne nous permettent, ont cet avantage-là, c'est qu'on peut suivre les conférences de partout. Donc là, je vois la Drôme. Alors, je ne sais pas si Bruno, tu nous entends, peut-être pas encore. Voilà, alors d'où est-ce que vous venez? Alors, vous pouvez utiliser le chat si vous voulez pour m'écrire. Voilà, si vous n'avez pas envie de prendre la parole. Bon, là, il y a Élodie qui... Bonjour Élodie, bienvenue. Salut! C'est super. Alors, ah ben voilà, Élodie dans un champ de coquelicots magnifique, c'est extraordinaire. Donc, l'Alsace, Agnella, alors tu es quoi aujourd'hui? Alsacienne? Aujourd'hui, je suis à Besançon. J'ai reconnu. T'as reconnu mon appartement? D'accord. Et Pascal, vous venez d'où alors? Ouais, moi, Pascal, je suis près c'est de Molsheim, à Ligenberg, Vers donc l'Alsace. Bas-Rhin. Ouais. Et on a Angers avec nous. Alors, voilà, je ne sais pas qui est de Angers. On a Angers, ouais. Alors, Noémie, vous venez d'où? Bonjour, je suis en région parisienne. Région parisienne, Voilà. super. Alors, bonjour à la région parisienne, Claire. Marly, c'est près de Metz, ça, si je ne me trompe pas. Marais-Marly, c'est à côté de Saint-Germain-en-Laye. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, Saint-Germain-en-Laye. Ah, d'accord, super. Ouais, Bruno. Bonjour Bruno, tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Nous, on ne t'entend pas, mais peut-être que toi, tu nous entends. Et Zekira, vous venez d'où? Ah, je ne sais pas si Zekira... Angers. Elle a écrit Angers. Ah oui, Angers, super. Et Françoise? On a la Bretagne aussi. Bonjour la Bretagne. Ah, la Bretagne, j'ai pas vu passer la Bretagne. Marianique. Ah oui, Marianique, mais Marianique, c'est une de nos plus fidèles auditrices depuis le début de notre cycle de conférences. Ça fait plaisir de vous voir, Marianique. L'avantage aussi, c'est qu'on retrouve aussi les têtes qu'on connaît bien. Ça fait plaisir. Alors voilà. Et puis on apprend plein de choses. Puis la preuve que c'est important parce qu'on retrouve que les gens importants et intéressants sur l'écran là. Ah ben voilà, c'est super. Merci, Marianique. Ça fait du bien. Ouais. Déjà des compliments avant que rien ne se fasse. Alors là, de Paris, Michel Pascal, de Paris, super. Ah bah écoutez, moi je suis absolument ravie comme ça qu'il y ait un peu du monde de partout. C'est vraiment super. Voilà, c'est l'avantage de Zoom. Ça, on ne peut pas le faire en présentiel. Voilà, il y a quand même des avantages. Voilà. Vrai. De toute façon, la Maison de la Voix n'existerait peut-être pas encore s'il n'y avait pas eu cette crise. Et voilà. Ah, voilà, on voit Fifaliana. Ah, c'est super de vous voir. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si, Elisabeth, tu es d'accord d'être co-hôte au cas où? Oui, bien sûr. Comme ça, je peux de temps en temps aller voir ce qui se passe sur la billetterie pour voir s'il y a des gens qui se sont inscrits en retard, parce que ça arrive, hein, mais voilà, on ne le dit pas trop fort, hein, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, il faut que je leur donne le lien. Donc ça, c'est probablement quelqu'un qui n'a pas eu le lien. Voilà. Donc, je vais te nommer co-hôte, hein, comme ça. Allô? Bonjour. Ah, oui, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ok, alors à plus tard. Merci, au revoir. Voilà, c'était pour la conférence. Alors, j'arrive pas à nommer co-animateur. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, bienvenue à tout le monde et surtout, bienvenue à
Vérène, hein, qui a accepté donc ce matin de venir nous parler d'un sujet qui peut parfois paraître assez rébarbatif, hein, et très sérieux, tout ça, voilà. Alors qu'avec Vérène, je vous assure qu'on s'amuse beaucoup. Donc, ça dépend beaucoup de la manière dont on le pratique. Voilà, donc je connais Vérène depuis un certain nombre d'années maintenant. On se croise, on se recroise, et encore, on se recroise, et c'est super sympa. On s'est rencontrés, on s'est C'est ça, on s'est revus. Voilà, et donc j'ai invité, parce que effectivement, dans ma carrière, j'ai souvent entendu parler de ce sujet comme, voilà, ça pouvait être soit un frein, soit même un complexe, soit, voilà. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est le solfège? Et il y a des gens qui jouent de la musique parfaitement sans faire de solfège, hein, voilà. Et c'est d'excellents musiciens. Donc, est-ce qu'il faut faire du solfège? Est-ce que c'est bien de faire du solfège? Est-ce que, voilà, enfin, toutes ces questions qu'on se pose. Vérène, en tous les cas, se les ai posées parce qu'elle a travaillé beaucoup, beaucoup avec des chanteurs. Et donc, Vérène, pour commencer, est-ce que tu serais d'accord de nous raconter déjà un petit peu qui tu es, ton parcours, voilà, avant de nous parler de ta méthode? D'accord. Alors, bonjour à tous et toutes et tous. Je suis très honorée d'avoir la chance de parler de mon cours de solfège rébarbatif parce que je l'ai intitulé comme ça. Et finalement, ça attire pas mal de monde, peut-être à cause du titre et de l'adjectif rébarbatif, je ne sais pas. Alors, qui je suis? Je ne suis pas fondamentalement une prof de solfège. Je suis pianiste d'abord et surtout pianiste accompagnatrice. En réalité, mon titre, entre guillemets, hein, c'est chef de chant parce que j'ai... On t'entend plus, Isabelle? On m'entend pas? Oui, si, on t'entend parfaitement. Excuse-moi, je suis en train de répondre à quelqu'un qui n'a pas eu le lien, donc je me suis permis de couper mon micro. Donc, j'ai passé plus de 30 ans en tant que chef de chant à l'Opéra de Strasbourg. Oui, je suis strasbourgeoise, hein. J'habite à Strasbourg. J'ai un peu travaillé à Nancy aussi, à l'Opéra. Et j'ai fait la majeure partie de mes études musicales à Strasbourg, une année en Hongrie, à l'Institut Kodály, où j'ai pu étudier, enfin j'ai dû étudier la méthode Kodály, qui est une méthode de solfa relatif, ce qui n'était pas du tout évident pour moi puisque j'ai l'oreille absolue. Et le fait d'avoir l'oreille absolue m'a beaucoup aidé dans mes études à finir mes études de solfège très très vite. À 13 ans, c'était bouclé parce que voilà, quand on a l'oreille absolue, et à mon époque, beaucoup de cours de solfège étaient vraiment orientés sur l'oreille, les dictées, etc. etc. Bon, bah, c'était un peu facile. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des études à Paris, j'ai fait beaucoup, beaucoup de concerts, mais je dirais que 80%, 85% de mes activités musicales sont tournées principalement autour du chant. Et j'aime les chanteurs, quels qu'ils soient. Alors, je ne dirais pas les bons et les mauvais, mais je dirais les professionnels et les amateurs. Et bizarrement, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec les amateurs. Parce que dans amateur, il y a aimer, hein, il y a amour. Voilà. Et quelquefois, les professionnels sont plus dans l'idée de la profession, ce que je n'ai pas avec les amateurs. Et avec les amateurs, on a quelquefois cette barrière de la non-compréhension de l'écriture musicale, ce que j'appellerais gentiment être analphabète, en fait. Analphabète de l'écriture et de la grammaire musicale. Et bien sûr, quand on est enfant, c'est un peu normal, mais quand on est adulte, c'est souvent perçu par eux, par vous, je ne sais pas, parce que je ne sais pas exactement quelle est quelles sont vos connaissances, mais ça peut être perçu comme un handicap. Et à partir de ce moment-là, ce sont des personnes qui recherchent un cours de solfège, mais qui pourrait être sympa.
Donc, le solfège rébarbatif, c'est pas mal. Souvent, ce sont des gens qui ont été un peu traumatisés par leurs études de solfège dans leur enfance ou dans leur jeune adolescence. Et il y a une certaine crainte et surtout une énorme pudeur à se montrer novice et débutant quand dans d'autres domaines, on est super bon éventuellement. Qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai commencé grâce à une association qui s'appelait Mission Voix à l'époque, qui ensuite est devenue le CAPA et qui maintenant se nomme Cadence. Ce sont eux qui m'ont proposé, tout d'abord, il y a bien 20 ans, de créer un cours de solfège pour adultes. Et je me suis aperçue que j'aimais faire ça, mais vraiment. C'était vraiment très, très sympa parce qu'il n'y avait pas de pression. Toutes les personnes venaient d'origines professionnelles ou même autres, sociales, très, très, très diverses. Il y avait des chercheurs au CNRS, j'avais quoi? Un DRH, enfin, des infirmiers, vraiment de tout. Et, euh, et le point commun de ces personnes, c'était de vouloir apprendre le solfège à sa base. Donc, je crois que j'ai passé au moins un quart du temps à redonner confiance à ces personnes-là. Et le cours s'est passé beaucoup dans la joie et dans le rire. Et voilà. Après, je n'ai plus fait ça pendant un bon moment. Et dans le cadre d'une autre association qui a pris ses marques il y a à peu près 2 ans, j'ai proposé ce cours de solfège rébarbatif et on recommence avec d'autres personnes évidemment, hein, parce que les anciens sont vraiment âgés maintenant. Et c'est vrai que la moyenne d'âge est assez, c'est pas des jeunes, hein, mais il y a même des retraités. Mais vraiment, c'est très très sympa. Figurez-vous que ce sont 3 heures d'affilée le samedi matin. Les gens se libèrent 3 heures pour faire du solfège. Il faut quand même le faire. Moi, je les félicite toujours et j'ai commencé mes premiers cours en leur disant que je n'avais aucune illusion, que je savais très très bien qu'ils ne feraient rien à la maison, même s'ils étaient pleins de bonnes intentions après chaque cours. Donc, on part avec cette idée-là. Rien ne va se faire à la maison parce qu'on n'a pas le temps et qu'on a autre chose à faire. Mais pendant le cours, on travaille et on progresse. Voilà, ça c'est la présentation. Maintenant, je suis tout à fait prête enfin même, je vous demande de me poser des questions parce que je suis capable de parler tout le temps, mais en fait, voilà, ça ne sera pas forcément bien orienté. Merci Irène pour ta présentation. Alors, tu nous as déjà un petit peu dit comment tu es arrivée à fabriquer cette méthode, hein, donc rébarbative. Est-ce que tu peux nous dire plus en quoi ça consiste, c'est-à-dire vraiment là dans le travail, rentrer dans le travail et Ouais. un petit peu Alors la majeure partie des personnes qui viennent au cours ou qui sont venues au cours sont des choristes amateurs de chœurs divers. Ils ne se connaissent pas toujours tous, mais ça c'est vraiment leur point commun. Et ils en ont un petit peu marre d'avoir une partition dans les mains et puis de faire semblant de comprendre quelque chose. Hein. Donc, une des choses importantes quand même, c'est qu'ils sachent un tout petit peu lire les notes. Déjà, se retrouver sur une partition, savoir ce à quoi correspondent tous ces hiéroglyphes, ces jolies petites choses, ces petits points, ces petites rondes, ce joli petit dessin au début, ces chiffres, voilà. J'apprends déjà à essayer de comprendre, comme un tableau peut-être, les choses simples. Pourquoi ces doubles barres, ces petits points qui font qu'on va recommencer, arriver à distinguer éventuellement les 4 parties de chant, enfin les 4 voix de chant, s'ils sont en chœur, ou alors la partie soliste et l'accompagnement de piano, à se retrouver, à suivre. Je fais tous mes cours au piano en fait, hein, parce que c'est facile pour moi de faire ça au piano, donc je fais ça beaucoup au piano. Donc ça, c'est une chose importante et c'est vrai que je ne fais pas forcément de la lecture de notes à chaque cours parce que là, quand même, je leur dis que ça, c'est la
petites choses qu'ils peuvent faire à la maison, parce que ça, c'est vraiment pas difficile. Donc, ah, il y a un chien. J'ai amené le chien. Si j'en ai 3. Et, et donc, s'ils font pas ça, ben, ils assument. Ils assumeront d'être toujours avec ce boulet de non-lecture, mais on ne va pas passer 1 heure à faire de la lecture de notes. Alors, ce que j'aime bien faire le matin, quand on commence, c'est jouer des toutes petites phrases musicales. J'appelle ça un peu le nettoyage d'oreilles et la mémo. Donc, je joue des petites phrases et chacun va chanter sa petite phrase en mémo. Et au début, il ne se passe rien. Parce qu'il faut se dire quand même que les adultes, en général, paniquent très, très vite. Quand ça ne marche pas tout de suite, ils se trouvent nuls. Donc, petit à petit, on reprend confiance, on travaille un peu le futur Alzheimer, on va dire, et on travaille la mémo musicale, voilà, la mémo mélodique. Je la fais aussi avec un accompagnement. Par exemple, je vais vous le faire en piano, hein, comme ça, par exemple, si je fais ça, je le fais assez vite. Et il s'agit simplement de répéter, pas avec le nom des notes, mais là, 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 comme ça. Et je peux le faire comme ça. Et chacun va enchaîner à son tour une petite phrase musicale en mémo, comme finalement un morceau en entier. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, hein, mais voilà. Donc, on rentre tout de suite dans la musique avec ça. Une chose aussi qui est très importante, je dirais un peu, c'est comme pour les enfants, mais on est dans une période de zapping, hein, donc on ne va pas faire une activité, je sais pas, quelque chose pendant une demi-heure. Je change presque toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, et c'est comme ça qu'au bout du compte, on aura fait beaucoup de choses. Et donc, une grande partie de mon travail est basée sur l'oreille. Reconnaître des passages que je joue au piano majeur, mineur, binaire, ternaire. En fait, c'est pour un peu s'approprier la musique telle qu'on peut l'entendre, telle qu'on va l'entendre aussi quand on va chanter en chœur. Ce n'est pas au bout d'une année de savoir dire cette partition est en sol mineur et puis là j'ai telle modulation et j'ai une cadence parfaite et tout ça. Je pense que ce n'est pas très important pour des amateurs désireux d'avancer un petit peu dans leur compréhension musicale, mais surtout beaucoup basé sur le ressenti. Donc, une grande part qui est basée sur l'oreille. Et puis, évidemment, on étudie les rythmes, hein, parce qu'il y a quand même une partie de rébarbatif dans tout ça. Donc, à chaque fois que je peux, je prends ma pancarte, c'est le moment rébarbatif. Et on travaille la noire, la croche, les 2 croches, les 4 doubles, les rythmes ternaires, voilà, tout ça. Et je me rends compte avec le temps que ces adultes, en général, ont beaucoup plus de facilité avec le rythme qu'avec la lecture rythmique, avec la lecture de notes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est un fait, hein. Au bout de quelques fois, on arrive déjà à déchiffrer des rythmes assez compliqués, hein, comme les doubles, croches de double, siciliennes, etc., etc. En une année, c'est pas mal. Mais Isabelle qui rigole. Et puis, que dire encore Isabelle me flatte un peu en parlant de ma méthode. Je suis quelqu'un qui est assez dans le moment présent, donc je m'adapte un petit peu à ce que j'ai en face de moi, à qui est qui, etc. Je n'ai pas une méthode, voilà. Ce sont des activités, c'est peut-être pas le bon terme, mais des sujets musicaux que j'ai un peu prédéfini, et puis après je le fais comme je le sens, et je mets ma pause café parce qu'il en faut une, etc. Enfin, on ne peut pas faire un cours comme ça avec des adultes sans convivialité, sans rigoler un peu, et puis sans avoir un résultat à la fin. Donc pour moi, le résultat, quand je veux un résultat au bout d'une matinée, hein, le samedi matin, c'est d'avoir réussi à déchiffrer une partition, en général de chansons françaises ou pas françaises, c'est-à-dire voix, piano, comprendre exactement tout ce qui va se passer, arriver à lire la voix de chant avec le nom des notes, avec le rythme, et finalement, la cerise sur le gâteau, c'est d'enlever tout ça et de chanter avec les paroles. Mais pas de commencer comme ça, comme ils le font d'habitude, en mémo. Voilà, c'est un peu le truc. Donc, il y a rien de complètement révolutionnaire. Il faut quand même passer par la lecture de la partition.
Voilà, apprendre à voir des intervalles, savoir qu'une quinte, c'est faite de 5 notes, qu'on ne répète pas, comprendre que le bémol, ça descend, voilà, enfin, c'est ça. Je peux aussi donner une note de départ, je dis sol, chante-moi un la, on chante un fa. Mais on fait tout ça en groupe. Et la clé du succès, c'est vraiment la bonne humeur, dit-elle en rigolant. Mais vraiment, c'est que ça, hein. Et de rire vraiment sur ce côté rébarbatif. Alors, je n'ai pas une poudre de perlimpinpin qui rend les choses magiques, mais je me dis que ça marche puisque les gens reviennent, en redemandent et sont tristes quand ça s'arrête. C'est quand même top, quoi. Mais voilà. Réussir à être studieux tout en s'amusant, j'ai rien inventé, hein, c'est vieux comme le monde, hein. Merci Vérène. Alors moi, ce que je me dis, mais si vous avez envie de poser des questions, alors vous pouvez le faire sur le chat. Et puis à un moment donné, on n'est pas nombreux, donc c'est vrai que c'est possible de prendre la parole aussi. Et peut-être pour ça, il y a des petites réactions où vous pouvez, par exemple, lever la main. Comment est-ce que... Lever la main, par exemple. Et quand vous levez la main, ça veut dire que vous voulez prendre la parole. Donc, comme on n'est pas très nombreux, on peut faire ça. Ça, c'est possible aussi. Ou alors, vous posez votre question dans le chat et je poserai la question à Vérène. Et si ce n'est pas assez précis, vous prendrez la parole. Voilà, donc c'est ce que je vous propose pour ce matin. Je ne sais pas si tout le monde voit les petites réactions. Voilà. Mais en attendant, moi, je vais me lancer. Oui. Donc, sur le fait que finalement, c'est peut-être ce qui est peut-être un peu compliqué, c'est d'associer à quelque chose d'écrit à un ressenti. Parce que la musique, c'est beaucoup un ressenti. Alors, bien sûr, sur un piano, on dit joue un sol. On joue un sol, on sait où il est. Donc, on le voit, on peut jouer un sol. On dit joue un la. Voilà, et on va montrer, joue, je ne sais pas moi, une tierce. On peut le faire, on le voit. Mais à la voix, il faut vraiment, on ne peut pas faire ça. Je veux dire, enfin, on ne peut pas se dire, voilà, notre instrument, il est placé comme ça pour faire telle note. Ça correspond à un ressenti. En fait, on sait le faire, on sait faire ça, mais on ne sait pas qu'on sait le faire. Enfin, on sait pas comment on le fait mécaniquement, voilà. Donc, c'est peut-être ça qui est aussi assez intéressant et compliqué, c'est de faire correspondre quelque chose d'écrit à un ressenti, qui en plus peut être différent pour chacun. Alors, figurez-vous que chaque élève j'offre à chaque élève un petit piano au début du cours. C'est pas vrai, hein, c'est pas un petit piano. J'aurais dû préparer la feuille, mais vous imaginez une feuille A4 avec un bout de clavier, à peu près 2 octaves. Et en fait, justement, pour visualiser ce dont tu parles, ils apprennent à reconnaître les notes du clavier et sur leur piano virtuel en papier, ils visualisent vraiment les notes et les intervalles. Ils comprennent comment ça se passe. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le piano, hein, que le clavier du piano pourra visualiser les distances entre les notes, les intervalles, les demi-tons, les tons, les tierces, voilà. Donc, même maintenant, sans que je leur propose, quand on fait quelque chose, une recherche auditive, souvent, ils prennent leur petit clavier. Au début, ils croient vraiment que je vais leur offrir un clavier, mais bon, faut pas rêver, hein. Et donc ça, c'est vraiment un outil hyper important. Ça, on le trouve sur n'importe quel… enfin, on cherche le clavier voilà, sur Internet, mais ça marche super bien. C'est vraiment très, très bien, quoi. Parce que tu as raison, sinon c'est que de l'air. Enfin, on peut même pas on le voit pas, on l'entend pas, on peut pas… c'est trop compliqué d'imaginer des choses. Et je crois que d'autant plus quand on est adulte, on a un peu l'habitude d'être plus terre à terre. On a besoin d'un support visuel quand même, je pense. Je ne sais pas si ça corrobore un peu ce que tu as dit, Isabelle, mais je me sers de l'instrument le plus facilement visible. Oui, pardon. Oui, bien sûr. Alors, on va le produire sur un piano, mais c'est en fait quelque chose, c'est de relier en fait quelque chose finalement de physique. Oui.
que quand je vais chanter une note, je ressens quelque chose. Et quand je chante un do, c'est pas la même chose que quand je chante un fa. Et c'est pas la même chose que quand je chante un si. Oui, Et après, donc ça c'est déjà une chose, c'est d'arriver à le ressentir vraiment physiquement et d'arriver à se dire, ok, un do, c'est un peu comme une émotion. Une émotion, si je me mets à l'intérieur, ça ressemble à ça dans mon corps, ça ressemble à ça, je ressens ça. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que émotionnellement, on va dire, ou physiquement, on ressent quelque chose sur un dos. Et quand je vois, du coup, après écrit ça sur un papier, ça correspond à quelque chose, à un ressenti très particulier chez moi. Mm. Et c'est un travail que on n'a pas besoin de faire sur un piano. non, mais ça, ça c'est ta parole de chanteuse, Oui. de chanteuse professionnelle. Oui, pardon. Exactement. C'est une parole de chanteuse, c'est du vécu, c'est-à-dire que c'est aussi souvent pour ça que, et du coup, le fait bah déjà que ça se passe dans la bonne humeur, mais dans la joie, etc., c'est important parce que c'est un ressenti, c'est émotionnellement, on va créer un lien affectif avec ce langage. Mais après, c'est effectivement de pouvoir s'amuser puis de se dire, bah voilà, ça ressemble à ça. C'est comme, par exemple, quand tu dis chanter dans un chœur, d'entendre, par exemple, une tierce. Je ne peux pas le faire toute seule, je suis obligée de le faire avec quelqu'un. Mais Voilà. de pouvoir entendre ce que ça fait ensemble et émotionnellement de vivre ça. Ça vibre différemment. Après, ce dont tu parles pour le ressenti pour telle ou telle note, là, je dirais, sans dénigrer le niveau des personnes avec lesquelles je travaille, et ils n'en sont pas là, techniquement, vocalement. Donc, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça parce qu'il me semble que ça va plus toucher la technique vocale. Enfin, c'est autre chose, quoi, encore. Mais j'ai même pas pensé à ce que tu dis. Je pourrais y penser, en fait. Ouais, je pourrais y penser. Mais Je pense à ça parce que tu as fait la méthode Kodai. ouais, Et que j'ai l'impression, enfin, j'en ai fait un tout petit peu, mais oui. dans la méthode Kodai, on travaille aussi un peu ça, c'est-à-dire avec On la travaille ça, puis on a les gestes, tout ça et tout ça. Mais figurez-vous que moi, j'étais hyper handicapée avec cette méthode parce que comme je lisais toutes les notes, toutes les clés à l'époque, je lisais toutes les clés, j'avais l'oreille absolue. En fait, je biaisais complètement le truc et je faisais ça d'une autre façon. Voilà. Donc, j'ai pas été. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait, qui a levé la main. Oui, voilà. Oui, oui, c'était moi. Oui, Bonjour. C'était pour rebondir sur ce que disait Isabelle, oui, mais auquel tu as répondu, c'est-à-dire que effectivement, ce ressenti propre à chaque note fait partie du travail du chanteur, en fait, effectivement, du travail de la voix elle-même et de ce que l'on ressent dans dans son corps selon effectivement la note et au niveau des vibrations, de sa place et de ses vibrations aussi. Donc là, on part plus vers peut-être un travail de chanteur et que je pense que l'oreille au début est importante malgré tout pour effectivement reproduire une note écrite et la reproduire dans le chant. Et pour en revenir au ressenti entre l'écrit et le ressenti et la singularité de chacun aussi, enfin le ressenti de chacun, je pense aussi que peut-être plus on arrivera à lire, enfin à déchiffrer dans sa globalité une partition et plus avec le phrasé, le senti, la dynamique de rythme, plus chacun peut trouver sa propre émotion, son propre ressenti. Ça, voilà, je voulais juste, par rapport à ce que disait Isabelle, me dire qu'effectivement, c'est super intéressant, mais c'est vraiment le travail aussi de la voix elle-même, du chanteur. Et donc, peut-être, toi, je ne sais pas comment tu fais au début, mais enfin, tu viens de le dire. Donc, avant d'en arriver là, il y a déjà peut-être un travail de reconnaissance. voilà. Moi, je ne m'occupe absolument pas de la voix en réalité, même si ce sont tous des chanteurs amateurs. Oui. Je ne m'occupe pas du placement de voix, etc., etc. Là, maintenant, je passe peut-être, je fais une diversion. Il y a par exemple une jeune dame, elle est plus jeune pour le coup, elle, son rêve, c'est de diriger sa chorale paroissiale. Et c'est pour ça qu'elle veut apprendre le solfège. Et donc, en même temps, ben, je leur apprends à tous la direction. C'est-à-dire quand on fait quelque chose à 2/4, ben, ils apprennent le geste, et puis à diriger à 3 et tout ça. Voilà. Je me dis que toute la musique, même à leur niveau, c'est quelque chose de global.
ils prennent pour la plupart des cours de technique vocale quelque part, chez quelqu'un. Et nul doute qu'après, ça fait un peu tache d'huile. Je suis sûre que quand maintenant ils chantent des dos ou des sols ou des choses comme ça, ils ressentent et ils voient sur la partition à quoi ça correspond. Ça fait des petits, c'est clair. Mais voilà, ouais. Là, il faudrait carrément, je sais pas, ouais. Mais on est d'accord en fait, on est toutes d'accord là. Je peux pas faire de la technique vocale parce que chacun a une autre voix déjà et ça prendrait du temps. Mais de chanter ensemble, il y a aussi ça. On va dire que ça ne fait pas partie du solfège, mais quand même, comme ce sont des choristes, il y a quand même une partie de personne qui est un peu le suiveur. Elle va toujours commencer après les autres. Donc, il y a une espèce d'éducation à oser prendre les devants, à tout de suite oser lire 3 notes, même si on n'y croit pas, etc. Je fais une petite intro, ils ont appris à lire la partition, je fais une intro, il faut partir tout de suite. Tout ça, ça fait partie en fait du solfège pour moi, parce que le but de tout ça, c'est d'être à l'aise avec une partition et d'arriver à chanter sa petite mélodie, même une mélodie enfantine ou quelle qu'elle soit, mais d'être présent du début à la fin et pas perdu, en fait. Voilà. J'ai encore une question. Du coup, ce sont des groupes de combien de personnes? Alors, avec le Covid, ou la Covid, moi j'aime bien dire le Covid parce que Ouais. j'ai commencé comme ça. Alors, avec le Covid, il y a eu un peu moins de personnes cette année parce que les gens n'ont pas osé se réinscrire. Donc, ce ne sont pas des grands groupes, ce sont des groupes de 7, 10, 11, 12 personnes. Il y a 2 niveaux. Et en fait, depuis le mois de novembre, j'ai mis tout le monde ensemble. Il y a eu une partie des cours qui ont eu lieu en visio. Et quelques personnes, quand j'ai remis ça en présentiel, parce que nous, à Strasbourg, on a encore le droit de faire des choses. Puis moi, j'ai un local, donc je m'en sers, j'avoue. Il est grand, il est très grand. Eh bien, quelques personnes ne sont plus venues parce qu'elles ont très peur. Et puis d'autres, au contraire, sont venues parce qu'elles n'aimaient pas la visio. Donc, on tourne autour de 8, 9, 10, 6, ça dépend des moments, mais ce sont des petits groupes. Et à la rentrée prochaine, je garderai un groupe d'initiés et un groupe de débutants. Parce qu'il y a toujours des débutants, toujours. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Moi, je m'en lasse pas de voir que même à 70 ans, j'avais une personne de 74 ans qui est venue pour apprendre le solfège. C'était carrément génial. Et ce sont des personnes qui, au lieu d'aller apprendre une langue ou une autre langue, viennent essayer enfin de comprendre comment on peut arriver à ne plus être analphabète. Alors, je vois que Zekira aurait voulu une séance de solfège. Bon, là, c'est un peu compliqué parce qu'il aurait fallu… Bon, après, on peut toujours projeter ça une autre fois, ça peut être marrant si tout le monde joue le jeu. Mais bon, je vois Anila, par exemple, qui est prof de chant. Je ne sais pas trop bien ce qu'elle ferait là-dedans, mais vous avez tous un… Je ne pourrais pas faire un cours sans que vous participiez. Ça me paraît pas envisageable. Mais pour continuer, ou peut-être je me répète, il y a vraiment une grande partie de feeling et de personnalité. On sait tous ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir faire. Je pense que tout le monde le sait. Et c'est juste se remettre à la place de la personne qui est débutante, mais adulte, et aller à l'essentiel. Voilà. On ne va pas apprendre les 7 clés, etc. Aller à l'essentiel pour que du début de l'année à la fin de l'année, ils ne décrochent pas, ils aient du plaisir et que le mot rébarbatif soit juste rigolo, quoi. Mais finalement, peut-être le fait que je sois pianiste m'aide beaucoup parce que je fais vraiment tout au piano. Ah oui, alors pour travailler l'oreille relative, utilisez-vous les chansons repères? Ah oui, genre ça, je parle comme mon ado, excusez-moi. Donc, genre, la tiers, c'est égal à ou coucou, hibou, ce genre de choses. Oui. Alors oui, je le fais. Oui, je le fais, oui. Ça me paraît difficile de s'en passer justement pour sortir du rapport absolu parce qu'une note en soi, voilà,
c'est très, très difficile. Enfin, voilà, quand on a affaire, évidemment, hors oreille absolue, ça n'a pas de signification. Et même un intervalle, c'est très abstrait. Donc, pour Ouais, revenir à l'histoire du ressenti, ouais. effectivement, je trouve que c'est un peu, enfin, il y a peut-être d'autres méthodes, hein. Je suis preneuse s'il y en a d'autres, mais pour l'instant, j'ai trouvé que c'était la seule méthode pour faire vraiment à coup sûr trouver un intervalle en faisant appel effectivement à la mémoire Bien sûr, maman, les petits bateaux, etc. Mais ça marche super bien. Je ne vois pas pourquoi ne pas l'utiliser parce que ça existe depuis longtemps. Ça marche, donc il faut le faire. En plus, ça parle à tout le monde. Et c'est l'occasion aussi de voir si ces adultes reconnaissent ou reconnaissent leurs classiques. Hein. C'est assez sympa. Au début des cours, je travaille uniquement avec des petites chansons comme cela. Hein. Et puis même, je me dis qu'ils ont l'esprit assez ouvert. Autour de Noël, si je fais la sicilienne, je fais ça. On va pas essayer d'inventer toujours quelque chose de nouveau, de révolutionner les choses. Les bonnes choses, on les garde. Hein. Voilà, moi, je crache pas dessus. Et donc oui, voilà, là, oui. Et puis, Pascal dit, moi, je trouve que la plus dure, c'est le ressenti de la pulsation. Alors, je dirais comme, je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Boudétan, oui et non. Il y a des personnes pour lesquelles ça marche super bien, très, très vite, et d'autres pas du tout. Alors, bien sûr, ça, je le fais dans une petite activité où j'improvise sans arrêt des choses très simples au piano et je demande à ce qu'on me donne la pulsation. Hein. Par exemple, si je fais ça, c'est aussi un classique. Voilà, parce qu'il y en a un qui n'arrive pas à trouver les choses ternaires. Et il vient juste de comprendre que s'il utilise le mot en Alsace, on dit de la musique papa, 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 et bien tout d'un coup, il a compris comment faire. Et je peux vraiment marquer. Je n'essaye pas de faire des musiques, d'inventer des musiques compliquées. Hein. Là, c'est vraiment basique ce que je vous fais, mais je crois qu'il faut rester simple. Hein. Et on peut pas passer à côté de la pulsation là, hein, même si je fais ça. Ça, c'est une version simplifiée d'un extrait de Verdi. Voilà. Donc, au départ, je commence avec des choses très simples pour enlever les blocages. Et après, on peut arriver, je pense, à ressentir les pulsations. Je demande éventuellement à les ressentir même physiquement. Hein. S'il le faut, on se met un peu debout et puis on marche sur la pulsation. Voilà. Je ne fais pas du tout de technique physique, hein, de sport ou quoi que ce soit, mais ou avec les mains ou comme ça. Enfin, chacun va trouver son truc. Quelqu'un ne veut pas faire la pulsation avec la main, il va le faire avec le pied. Moi, j'aime pas trop avec le pied. Je trouve que c'est loin du cerveau, mais on peut pas. Je ne vais pas tout chambouler non plus, hein, c'est un peu à bonne franquette. Et oui, voilà. Peut-être la pulsation, trouver la pulsation sur des enregistrements d'orchestre, etc. C'est difficile, mais moi, je fais tout au piano. Donc, c'est plus simple. C'est mon outil de prédilection, hein, parce que c'est ce que je sais faire bien. Et on étudie le rythme sur partition, mais aussi sur un tableau blanc avec un feutre. Chacun son tour va passer. On commence à la fin, on commence au début. Quelquefois, j'ai l'impression de me trouver avec une classe d'enfants et de trouver sans cesse des choses un peu variées pour voilà, des. Ouais. Posez-moi une question. Là, je ne sais plus. Oui, merci Vérène. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, là, parce qu'il y en a qui... Il y a Élodie, tu as... Oui. Est-ce que c'est possible de détailler un peu ce que vous avez fait en visio? Vraiment en prenant des exemples, parce que j'imagine que c'est plus compliqué, évidemment. Vous ne pouvez pas jouer en même temps qu'ils chantent, etc., parce qu'il y a les problèmes de latence. Oui, détailler quoi? Vraiment un exercice, voilà, nous montrer. Ouais. Oui, je vais faire quelque chose. Je vais aussi, parce que je juste répondre à. On se rend compte que l'on doit retrouver le bon sens de la simplicité et des bases classiques, loin des dérives conceptuelles actuelles. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Alors, j'ai des tonnes de bouquins.
Et de temps en temps, je pioche un truc dans un bouquin, de temps en temps un truc dans un autre, mais je ne prends pas un livre. Et puis, voilà. Parce que tout le monde a des bonnes idées. Il faut vraiment se faire confiance aussi. Je ne sais pas quels sont vos niveaux, mais je crois qu'il faut chercher vraiment en soi. Et puis, se diriger vers la personne qu'on a en soi, devant soi aussi. Surtout les adultes, les enfants aussi, bien sûr, sont tous différents. Et puis, inventer, voilà. Ça me fait un peu rire quand je vois, même maintenant sur Facebook, je regarde, il y a des gens qui inventent des méthodes pour, quand on est chanteur, trouver des accompagnements enfin, je trouve que ça devient vraiment hyper compliqué. Alors, donc oui, retour à la simplicité, voilà, et à la musique, parce qu'en fait, en solfège, on peut faire de la musique tout de suite. Alors, un truc tout simple, qu'est-ce que je peux vous faire tout simple? Pardon, hein. Ah oui, par exemple, si on s'amuse à reconnaître des intervalles, c'est tout simple, hein. Les secondes, ça va sonner comme ça. Comme pour les enfants, je vais dire, ça ressemble quand même à un klaxon, hein. Ça fait un peu mal aux oreilles, ça fait un peu mal aux dents. J'ai rien inventé. À côté de ça, je vais mettre par exemple des quintes, juste. Et je dirais, comme à des enfants, parce qu'on est tous restés des enfants, voici le roi, la reine. Je suis presque embêtée de vous dire à quel point c'est simple ce que je fais, hein. Et ça, à côté de ça, on fait vraiment la différence, hein. Et on commence comme ça, avec des choses tellement faciles et tellement évidentes que ça donne confiance et qu'après, on peut rajouter une jolie tierce. Et déjà, rien qu'à l'oreille, on en aura reconnu 3. Et ces 3 intervalles, on va les voir aussi sur la partition. On va voir à peu près l'espace que ça prend. Une tierce, c'est facile à reconnaître. Bon, il y a tierce mineure, tierce majeure, on est d'accord. Ça, on l'apprend très, très vite, hein. Là, sur le petit clavier que j'ai offert, on arrive très, très vite à compter les intervalles, les demi-tons, les tons, etc. Et quand on va avoir une partition toute simple, de chansons toutes simples, on arrivera déjà à voir que les secondes se touchent, les tierces ont une petite note qui manque entre les deux, et les quintes, à peu près, voilà, c'est ça. Et puis, on va rajouter l'octave. On aura souvent l'impression d'entendre seulement une note. Ça fait 4 intervalles déjà. Ça, on peut déjà faire le premier cours. Voilà, ça, c'est un exemple vraiment tout simple. Je vais passer 10 minutes là-dessus et après, je passe à autre chose. Et maintenant, au terme où on est, je peux leur jouer à peu près 10 extraits. On va faire ça, par exemple. Voilà, je recommence un peu. Et pour eux, ça va être de dire si c'est majeur, mineur, binaire et ternaire. Ça les amuse. J'en fais 10 comme ça. Après, ils comptent leurs points et puis ils disent « Ouais, j'ai eu un 16 ». Voilà, on s'amuse. On s'amuse, mais on arrive à reconnaître du majeur mineur et du binaire et du ternaire. J'ai rien inventé, hein, franchement. Voilà. Je peux pas. Je suis désolée, Isabelle, si c'est pas, si la méthode est un peu basique, mais c'est basique en fait. Mais c'est génial. Ouais. Je trouve qu'il ne faut pas, surtout pas t'excuser de ça. Je trouve que c'est vraiment. L'objectif, c'est de donner le goût aux gens de faire quelque chose et de s'amuser avec des arrêts rébarbatifs. Si c'est ça l'objectif, je pense que tu as réussi, puisque les gens reviennent, comme tu dis, et ils sont tristes quand ça s'arrête. Donc, ils sont enrichis à chaque fois, ils ont appris quelque chose de nouveau. Ça a l'air toujours assez simple, mais finalement, sans en avoir l'air, on rajoute toujours un petit peu une difficulté. Je vais moins marquer les choses, je vais rajouter quelque chose. À chaque fois, on apprend un
un nouveau rythme. Et quand même, là où ça pêche un peu, c'est dans la lecture de notes. Mais j'ai envie aussi de les responsabiliser parce que, voilà, je ne peux pas leur donner à la petite cuillère non plus la lecture de notes, parce que même en faire 1 heure une fois par toutes les 3 semaines, ça ne veut rien dire. Donc, s'ils n'ont pas décidé de faire 3 lignes par jour avant le brossage de dents du soir, eh ben, ma foi, tant pis, hein. Je ne veux pas non plus materner les adultes. Voilà, donc. Alors, quand tu dis lecture de notes, c'est lecture parlée ou lecture chantée? Ah non, bon, parler, oui. Alors, parler la première fois et puis après, on va la chanter parce que c'est quand même le but. C'est-à-dire que lecture de notes, chanter, non, juste parler, pour le chanteur, c'est juste un peu moins dur que de le chanter ensuite. Mais il peut m'arriver, si je travaille une partition, je prends une partition. Au début, on va faire un peu de mémorisation, sans en avoir l'air, sur les lignes mélodiques qu'ils vont avoir dans la partition. Et au bout d'1 heure, et après avoir fait d'autres choses, on va prendre cette partition. Certains auront réalisé qu'en fait, on avait déjà travaillé dessus, rythmiquement, machin, tout ça, et qu'en fait, on met tout ensemble et on est devant la partition. Et d'autres auront complètement fait la séparation entre les exercices qui ont tous un rapport avec cette partition et la partition elle-même. Mais quand même, il en restera quelque chose parce que l'abord de la partition, après, sera beaucoup plus simple. Oui. Irène, est-ce que du coup, tu construis la construction de tes cours enfin, ce que je veux dire, le choix des partitions, tu le fais en fonction d'une progression qui se veut progressive ou bien eux-mêmes viennent avec des partitions ou comment tu… Alors non, parce que comme ils viennent tous d'ailleurs, je ne peux pas prendre une partition de quelqu'un qui ne va pas du Ouais. tout intéresser quelqu'un d'autre. Par contre, si j'ai envie qu'ils apprennent la sicilienne, hein, je donne cet exemple, je vais prendre une partition où il y a une sicilienne. Après, ils les reconnaîtront dans leur partition à eux. Oui, mais par exemple, si tu fais chanter un chant qui utilise des notes qu'ils ne connaissent peut-être pas encore toutes au début, est-ce que tu choisis par exemple le premier chant en fonction de cette connaissance à acquérir ou pas en fait, puisque tu disais que tu fais un travail par mémorisation, mais que tu essayes aussi qu'ils chantent avec le nom des notes. Oui, au début de l'année scolaire, puisqu'on fonctionne en année scolaire aussi, l'ambitus de lecture est très, 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 très petit. Oui. Voilà. Et petit à petit, on ouvre, parce que je n'ai pas envie non plus qu'on bute sur chaque note qu'on n'arrive pas à lire, sinon ça fait tout de suite… il faut éviter les échecs consécutifs qui sont pas productifs. Un petit échec, c'est bien parce qu'on peut passer dessus, mais si on a sur chaque note, en fait, c'est tout raté, hein. Donc, j'essaie de trouver des chants qui correspondent à ce qu'ils savent. Ça peut être juste en do majeur avec do, mi, sol, fa, mi, ré, do, et puis on est content comme ça, et on va rajouter un la, un si, parce que quand même, il faut une petite difficulté. Et voilà. Mais on peut trouver vraiment… même des petits trucs de jazz ou les chansons de Walt Disney ou ce genre de choses. La littérature, elle est immense, hein. On ne va pas faire d'opéra, ça c'est sûr. D'accord. Ça n'a aucun intérêt. Je ne fais pas quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Voilà. On ne va pas essayer de voir les étoiles qu'on n'arrive pas à voir directement avec nos yeux, on va dire. Voilà. C'est la petite phrase poétique. Aniela qui a envie de… Oh, Aniela, tu m'impressionnes, hein. Aniela, c'est ma vieille copine de longtemps. On a fait nos études ensemble. Oui, c'était ma première accompagnatrice aussi en classe de chant. Voilà. Donc voilà. Moi, c'est une question aussi par expérience aussi. Donc, c'est une question, pourquoi est-ce qu'on est obligatoirement obligé de passer par la lecture, je pense par exemple au futur déchiffrage des chanteurs, par la lecture de notes en disant le nom des notes? Alors, j'ai envie qu'ils sachent un peu les dire. En fait, c'est pour varier un peu les exercices. Parce que sinon, très vite, on arrive à un mode d'apprentissage de mémoire. Et enfin, c'est la mémoire qui va prendre le dessus. Et ça, j'en ai pas envie parce que ça, ils le font de toute façon.
Parce que, en fait, c'est par expérience, hein. Ouais, ouais. Quand quelquefois j'ai des nouveaux élèves qui sont des super instrumentistes, super oreilles et tout, et quand on passe, et je pense à la remarque aussi d'Isabelle tout à l'heure, hein, ce ressenti, quand on veut passer du déchiffrage non des notes au déchiffrage avec texte, pour certains c'est impossible. Ouais. Donc, Oui, oui, je comprends bien. Alors ça, c'est le côté rébarbatif et je n'insiste pas beaucoup dessus. Je le fais un peu, une ou deux fois, mais j'insiste pas pour que ce soit parfait du tout. C'est juste pour quand même ne pas oublier que c'est bien de savoir lire le nom des notes, mais c'est pas un but en soi, hein. Le but en soi, c'est pas de savoir parfaitement un chant avec le nom des notes. Bien sûr, le but, c'est de le chanter avec les paroles. surtout pour le déchiffrage, en fait, hein, Ouais, parce que la plupart des chanteurs, enfin, je pense, quand on déchiffre en chœur, quand on déchiffre, quand on a des, mm, aussi, quand on veut être professionnel aussi, on a des auditions, on doit déchiffrer, ouais. donc on doit déchiffrer avec texte. Donc, si on fait pas ça à la base, c'est des énormes lacunes qui sont enfin, tout au long du travail du chanteur. C'est vraiment un truc, une espèce de truc qu'on n'arrive pas à changer, à transformer, surtout quand on était instrumentiste. Alors, oui, alors les instrumentistes, c'est vrai que dans ce cours, j'en ai pas, mais en fait, on aborde la partition, une fois qu'on a la partition en main, de différentes façons. Je l'utilise un peu pour arriver à lire les notes, mais on peut aussi faire uniquement le rythme sur Tata ou n'importe quoi, hein, Ploum Ploum, c'est un peu plus dur, et aussi le rythme et les paroles. Ça aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, qu'on arrive à dire le texte en rythme. Et pour ça, en fait, souvent quand ce sont des chansons françaises, par exemple, on oublie de lire d'abord le texte, uniquement le texte, sans rythme, hein. Mm. Et donc si on ne passe pas par là, on va toujours se planter parce que quelquefois c'est pas très, il manque un E parce qu'il y a une petite Ouais. virgule, etc. Donc ça aussi, c'est pas la lecture de notes sur laquelle j'insiste particulièrement, c'est Ok. une chose avec d'autres. Ouais. Mais si je commence à faire un déchiffrage paroles et musique, en fait, ils vont le faire tout de suite par cœur. Ok. Oui, voilà, de mémoire. Oui, voilà, c'est ça, par cœur. Et donc, donc, on aura raté notre côté rébarbatif, quoi. Voilà, hein, quand même, on est là pour un peu. Faut pas oublier qu'on est le seul instrument à avoir, à pouvoir dire du texte quand même, hein. Donc Ça, on a c'est cette vrai. chance, on a Voilà. cette chance, donc il faut la mettre en avant. Bah, le texte d'abord, et en général, je fais pas des trucs, je fais des choses en français, hein, parce que on va pas non plus faire des choses en russe où personne n'arrive à le lire. C'est pas le but, hein. Voilà, donc même des petits duos, on travaille sur des duos, donc ça c'est très très sympa. Euh, voilà, mais tu as raison, hein, c'est pas, je suis pas focalisée. Je pense qu'il faut, moi ni d'autres, il faut pas être focalisé sur la lecture de notes parce que Non, 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 mais parce que c'est ce que je constate, c'est pas la peine. je constate ça dans les conservatoires, que c'est encore Ouais, comme ça, comme quand j'ai non, appris moi, ouais, ouais. il y a des choses qui, et du coup, on se retrouve toujours, quand on a un élève qui vient de là, c'est très très difficile de le faire déchiffrer avec du texte. Ah ouais, d'accord. Il arrive Ah, avec les notes, il arrive avec les notes, mais euh, pas avec le texte. Il y a une fonction ouais. qui ne s'est pas faite. Ah, Et là peut-être, pardon, excuse-moi. c'est pour ça, plutôt elle se fait, mieux c'est, quoi. Ouais, ouais. Mais ouais, comme je disais tout au départ, je sais très bien qu'ils ne vont pas faire cet effort-là à la maison, donc je n'attends pas grand-chose par rapport à ça. Et comme tu le sais, de faire la plus grande partie de mon travail avec les chanteurs, bien sûr que le but, c'est de chanter avec le texte, hein, c'est clair. Mais je ne veux pas je veux pas tout de suite aller à la mémoire. Parce que sinon on fait plus de solfège non plus, savoir lire un peu de tout, et faire différentes combinaisons comme un puzzle, rythme et texte, voilà, et cetera. Alors, je vais juste lire une remarque de Gaëlle, à moins que Gaëlle, tu aies envie de le dire toi, peut-être, puisqu'on n'est pas très nombreux ce matin, donc je te propose de le dire toi-même. Il faut juste débloquer ton micro pour qu'on puisse t'entendre.
Voilà, voilà, voilà. Oui, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir accroché les wagons. Isabelle, et puis salut Virène. C'est pas vu depuis longtemps, mais on se connaît bien aussi. Mais oui. Oui, voilà. Donc oui, dans la conversation globale, j'ai mis un petit avis par rapport effectivement, je sais plus d'ailleurs parce que j'en ai plein, mais ça marche bien effectivement de faire passer le rythme par le corps. Moi, quand je joue avec mes élèves, j'ai beaucoup d'élèves moi qui sont ni conservatoire ni solfège, etc. Donc ils viennent beaucoup à l'oreille. Et dans ma remarque, c'est pour porter ton projet et ce que tu fais. J'ai une élève qui a assisté à tes cours et elle était ravie. Parce que maintenant, quand il y a des mots de solfège que je dis, ben, c'est plus des gros mots. Voilà, tout simplement. Elle dit, ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est génial que ça leur parle, même s'ils continuent beaucoup à travailler à l'oreille, de passer le rythme par le corps, par les gestes aussi. Comme tu en parlais tout à l'heure, moi, je dis que ça fonctionne vraiment bien. Et voilà, c'est le rythme, le geste, le corps, ça fonctionne bien. Et aussi le texte, mais comme on le fait quand on est dans les chœurs de l'opéra, hein, de faire le texte avec le rythme, sans chanter, ben, ça leur apporte énormément. C'est ce dont tu viens de parler. Donc, c'était pour soutenir ça, voilà. Il y a beaucoup de choses avant d'aller jusqu'au do qui est un do, un ré qui est un ré, et puis et tous les rythmes qu'on a après, derrière. Sinon, ça devient effectivement compliqué pour eux. Voilà, c'était pour témoigner de ça, qu'il y a plein de petites virages à prendre et que tu abordes très bien et qui portent aussi, voilà. Et chacun trouve les siens, mais merci d'être là pour les aider à ça. Merci à toi. C'est bien, hein, parce que j'en ai la preuve vivante, parce que j'ai des élèves qui sont allés, ça leur a plu. Voilà, Super. Une notamment. Peut-être 2 ou 3, il faudrait que je redemande, mais oui, une certainement qui a beaucoup aimé. Voilà, donc j'espère que tu pourras continuer. Bah oui. En live. Merci. Merci Gaëlle. Lève l'audio. Alors, je vais peut-être m'adresser un petit peu, je vais profiter qu'Elisabeth soit là, puisque Elisabeth nous a fait une magnifique conférence sur l'audition aussi. Mais alors, la question que je me pose, c'est justement quand tu dis je ne veux pas qu'ils fassent appel à leur mémoire, hein, qu'ils passent directement par la mémoire. Je me dis, OK, on peut avoir des retours grâce à la boucle audio-phonatoire. Et donc, effectivement, il va y avoir, on entend, on corrige par rapport à ce qu'on entend, on ressent physiquement, etc. Là, en fait, je me demande tout simplement si on ne fait pas appel à une autre partie du cerveau, alors j'en sais rien, mais qui est d'essayer d'associer, enfin, finalement, est-ce que tu n'essayes pas d'associer deux parties du cerveau qui vont travailler différemment, où on va là pas corriger, enfin, quand je dis corriger, c'est ou produire un son en fonction de la mémoire auditive, hein, mais en fonction de ce qu'on lit, de ce qu'on voit. Donc, on associe finalement la vision à un ressenti et au travail de l'oreille. En fait, on essaie de... Mais là, Elisabeth, peut-être que tu peux mieux traduire que moi cette histoire-là. Mais c'est un petit peu ce qui me questionne, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux parties du cerveau. On fait appel à des choses différentes, en fait. Et ce que tu fais, c'est d'essayer finalement de les faire travailler ensemble. Elisabeth, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je crois, enfin, tu me diras. Oui, je pense que là, on est dans deux types de travail différents. C'est-à-dire que la musique écrite, c'est une trace finalement qui est dénuée des émotions. C'est une trace. C'est-à-dire qu'à partir de cette trace, l'interprète de cette musique, qu'il soit instrumentiste enfin, j'allais dire, qu'il soit instrumentiste ou chanteur, je veux sans vexer personne, hein. Je veux dire que l'instrument soit la voix ou que l'instrument soit le piano, c'est une trace neutre. C'est une hauteur qui va être associée à d'autres traces caractérisées par leur hauteur. Il va y avoir un lien de temps entre ces traces qui vont refléter l'écriture, enfin la production de celui qui a laissé ces traces. Alors après, il y a des interprétations émotionnelles, bien entendu, mais c'est autre chose. Et en fait, pour lire la trace, il faut apprendre à lire. Je veux dire, quand tu lis un texte, tu as d'abord appris l'alphabet de la lecture, et c'est qui va te donner après à toi accès à des émotions,
mais qui ne sont pas forcément liés au texte, qui sont liés à ces liens que toi, tu vas faire par rapport à ce texte. Et que peut-être, alors moi, je ne suis pas musicienne, donc là, je ne peux pas du tout dire, parce que alors moi, j'ai un vécu, il faut absolument que j'aille voir Vérène, parce que j'ai vraiment un vécu d'horreur du solfège que j'ai fait quand j'étais enfant, et où je me sentais mais tellement nulle, où tout le monde arrivait dans les dictées de notes à trouver des notes, et moi, je me disais, mais j'avais même du mal à savoir si ça monte ou si ça descend. J'en suis là. Enfin, c'est vraiment quelque chose enfin, c'est pour moi Et puis après, je pense qu'il y a ce côté émotionnel qui en a rajouté une couche, qui m'a dit, tu es de toute façon nul, ne va surtout pas dans ce domaine-là. Et donc, qui a, je pense, aggravé encore plus ce trou entre moi et le solfège. Mais voilà, ce que tu dis est juste. Je pense que quand on apprend le solfège, on revient au matériau brut. Et donc, on devient indépendant de nos propres émotions, des autres, des interprétations par les émotions des autres, et on accède directement au texte. Donc, on gagne une liberté. Je le vois comme ça. Et moi, cette liberté, j'en parle d'autant plus que je ne l'ai pas. C'est-à-dire que si moi, tu me montres une portée de notes, ça ne veut rien dire. Et quand ma fille la chante, je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau! Et qu'est-ce que j'aimerais, moi, directement accéder dans ma tête à cette petite musique qui me dirait, tu vois, cette succession de notes, c'est ça que ça veut dire sur le plan musical, en fait, tout simplement. Et donc, je crois qu'apprendre le solfège, c'est apprendre à lire. Et donc, c'est faire des connexions entre une trace écrite et une petite musique sonore. Comme quand on apprend à lire, eh bien, on fait exactement la même chose. C'est une trace écrite entre une autre petite musique sonore, mais qu'on appelle des phonèmes. C'est-à-dire quand tu lis le son P, tu sais que c'est un P parce qu'à un moment, on t'a appris à faire ce lien. Et les enfants qui n'y arrivent pas, par exemple les dyslexiques, ont un problème de connexion. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème intellectuel, c'est que cette connexion, ils ne la font pas. Donc la trace écrite ne correspond jamais à quelque chose de fiable. Alors que je pense, maintenant Vérène, il faudra vraiment que tu me corriges parce que je ne suis pas du tout musicienne. Donc c'est vraiment, j'essaie de réfléchir sur ce que je connais plutôt neurologiquement. Et donc, de même que quand tu apprends à lire, tu fais des liens entre une trace écrite et une trace auditive, mais phonétique, c'est-à-dire en gros la musique des sons de la chaîne parlée. Et donc là, dans notre système linguistique à nous, il n'y a pas de hauteur. Mais si tu appartiens à un système linguistique où on dit les langues à ton, là, le système de hauteur est important. Si tu fais « ah » ou « ah », tu ne dis pas la même chose parce que tu as encodé que cette variation de hauteur, elle a un sens sur le plan phonétique. Donc, vous imaginez bien que quand ma fille me parle chinois et qu'elle m'apprend des mots en chinois, je suis incapable, là aussi, elle me dit « mais non, là, tu ne montes pas. Là, sur ce mot, il faut « ma », c'est pas « ma ». Alors là, j'arrive à le dire parce que j'imagine vraiment les petites flèches qui montent, mais à l'oreille, quand elle me parle, j'entends pas la différence. Alors, probablement parce que je ne me suis pas entraînée et que j'imagine que je ne suis pas plus à musique que quelqu'un d'autre. Mais d'autant plus que l'analyse vocale, j'arrive parfaitement à la faire. Donc, je me dis que quelque part, il doit y avoir psychologiquement quelque chose que je me suis construite et qui m'empêche d'aller par là. Mais je crois que c'est ça, c'est faire des connexions. Et plus tu fais des connexions désaffectivée, c'est-à-dire au plus proche de la nature physique, de la trace écrite, de la trace auditive, plus après, toi, tu peux rajouter ta part personnelle, en fait. Cet écart, ce qu'expliquait très bien, je trouve, Vérène, c'est ces écarts. Alors, moi, par exemple, quand elle faisait des écarts, quand tu le disais, c'est un klaxon, ça m'agresse, mais j'imagine que c'est pour tout le monde de pareil. Alors que quand c'est harmonieux à mon oreille, ça me rassure, tu vois, je trouve ça beau, je trouve ça… et du coup, je me dis, mais comment mon mari fait pour aimer les compositeurs d'opéra actuels où c'est des musiques où j'ai l'impression d'entendre des klaxons tout le temps. Et moi, je ne supporte pas, alors que lui adore. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il aime, enfin, d'être dans un parking avec des klaxons, tu vois, mais parce que moi, je pense qu'il me manque cette partie de l'émotion que je mets dans ces intervalles, je n'arrive pas à m'en défaire. Et quand tu arrives à mettre une autre émotion sur ça, ça veut dire que probablement tu t'es déjà défait de ces émotions primaires et tu es revenu à la trace pure, en fait.
Donc, je crois qu'il faut faire le même lien qu'avec la lecture. Maintenant, je me trompe peut-être, hein, c'est pas, là, on arrive dans mon no man's land à moi, hein. Donc, c'est vraiment une interprétation sans aucune pratique, en fait, hein. Mais c'est comme ça que moi, je le vivrais. Et je crois que c'est intéressant le solfège pour ça, parce que de donner une liberté à ces musiciens, une liberté d'interprétation, et ne pas copier des interprétations par l'oreille, ce que moi je fais. Quand je chante, moi je chante à l'oreille. Et donc, Ouais. du coup, forcément, je copie quelque chose qui a été vécu par quelqu'un d'autre. Et quand je parle de mémoire, quand je dis je ne voudrais pas que ça passe par la mémoire, c'est un peu par ça. C'est par l'oreille, c'est par le mimétisme, c'est par la répétition de ce que je fais. Ça, c'est facile à faire, hein. Tiens, on va apprendre un morceau, tu répètes ce que je viens de faire. Effectivement, ça, c'est pas intéressant. Et le solfège, c'est juste un outil. Comme la lecture, c'est un outil pour arriver à faire sa propre interprétation de la musique qu'on va faire, ou chanter ou instrumentiste. Le solfège, c'est pas un but en soi, hein, c'est juste un pont. Enfin, vraiment, voilà. Alors, plus le pont est solide, plus on peut aller loin et voir les choses en grand. Mais même un petit pont, c'est déjà bien. On n'est plus analphabète. Voilà, c'est ça. On peut apprendre des tas d'histoires et les répéter sous l'arbre de génération en génération. C'est aussi super. C'est aussi super, mais c'est autre chose. Et voilà, je crois qu'il ne faut pas être, quand on enseigne le solfège, on dit maintenant formation musicale, c'est bien aussi, hein, peu importe. Moi, j'aime bien garder solfège parce que voilà, personnellement, je n'ai jamais été traumatisée par le solfège, donc pour moi, ça n'a pas de connotation terrible. Et je ne sais plus ce que je disais, mais enfin, je ne sais plus ce que je disais. Voilà. En tout cas, je crois qu'il ne faut pas en faire tout un plat, quoi. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est justement d'être en face de personnes comme toi, qui ont un bagage presque traumatique de ça. Et moi, comme je ne suis pas psy, je ne fais pas du tout de psy. Et on s'amuse et on fait les choses de façon un peu plus légère, mais quand même constructive, pour aller effectivement à la musique. Parce que c'est ça le but, hein. Je suis chef de chant quand même, ça c'est mon travail. Donc chef de chant, je vais, si je suis en face de chanteurs, le but c'est de leur donner les moyens d'exprimer leur partition, d'exprimer ce qu'ils ont appris, d'aller au-delà de la lecture, même chanter, même avec des mots et des rythmes, d'aller au-delà, de faire parler leur palpitant. Ça c'est le but du chef de chant. Donc si un peu d'apprentissage de solfège peut aider, eh ben, c'est top. Voilà. Et là-dedans, dans ce que j'ai retenu, c'est que tu mets des challenges qui sont proches, c'est-à-dire que tu mets des challenges qui sont pas trop loin et donc qui vont être atteignables. Voilà. Donc, un petit challenge et que émotionnellement, je suis contente, j'ai réussi j'ai gagné en fait, ça a marché. Ça, je trouve que c'est super important parce que ça redonne confiance. Alors que si finalement on met un objectif qui est tellement loin et qui est inatteignable, et que, comme tu dis, on va mettre les gens en échec, ça ne va pas faire aimer le solfège, puisque le solfège devient une source d'échec en fait. C'est ça. Et puis, c'est un peu la dernière chance qu'ils ont. Alors là, ce n'est pas du tout prétentieux de ma part, hein, mais quand on décide de se prendre un cours de solfège à un certain âge, on n'a pas envie encore de se dire je recommencerai encore plus tard. Il faut que ce soit la bonne fois, quoi. Faut que ce soit maintenant, que ça marche maintenant. Enfin, qu'il n'y ait pas cet échec-là. C'est terminé, quoi. On ne peut plus encore avoir ce boulet un peu traumatisant du solfège. Que tout le monde, tous les adultes ont eu, hein, ou traumatisant ou frustrant. Oui. D'où l'importance, et ça, je trouve ça super, quand tu dis c'est simple. Ce que je fais, c'est simple. Et c'est super important, en fait. Parce qu'on a l'impression d'être intelligent, du coup. Oui, quand on dit, mais c'est exactement ça, et c'est le cas, hein, tout le monde est intelligent. Il y avait quand même, je raconte une anecdote, l'année dernière, il y avait une personne qui est venue, elle prenait tout en notes, elle était secrétaire, et elle prenait
tout en note. Je voyais pas son visage. Régulièrement, je m'énervais un peu. Je disais, mais arrête maintenant de noter. Il faut rien noter. Mais c'était plus fort qu'elle, quoi. Enfin, voilà, ça, c'était rigolo. Mais je dis oui, il faut aller à la simplicité, aux choses abordables. Bah, c'est comme si un professeur de chant avait des débutants et disait, maintenant, on va apprendre cet air d'opéra de Verdi, de Puccini. Enfin, c'est échec assuré, quoi. Faut pas être sadique non plus, hein. Alors, il y a Marie-Annick qui, je ne sais pas si Marie-Annick avait envie de le dire à elle-même. Je ne vous vois plus, Marie-Annick. Donc, je vais dire votre remarque. Donc, on retrouve les mêmes dilemmes. Ah, voilà, Marie-Annick. Vous avez envie de le dire vous-même? Non, c'était. Oh, pardon, ça y est. Voilà, j'avais un autre. C'était par rapport à ce qu'avait dit Elisabeth et puis par rapport à ce que. Voilà, toutes les connexions, c'est apprendre d'abord les choses, apprendre une base et on se retrouve dans le solfège je trouve dans les mêmes choses qu'à l'école primaire pour les enfants, dans l'apprentissage syllabique, de ce son peu, PE, c'est pas forcément, on va l'apprendre pas forcément en regardant un pot d'échappement dans le livre de lecture, il faut aussi savoir de quoi il est constitué, quoi. Enfin, voilà, c'est simplement, je faisais juste un parallèle, moi, entre ces deux. Je crois qu'il y a une base, il y a à acquérir au départ un alphabet quelque part, et puis après y mettre son ressenti, quoi. Voilà, c'était juste. Je recoupe mon micro. Mais je crois que c'est aussi toute la difficulté, par exemple, d'apprendre une langue étrangère où on va apprendre effectivement une suite de sons et on va savoir les lire et on va savoir les dire. Mais si après, moi, je me pose aussi souvent la question de pourquoi est-ce qu'on fait de l'anglais pendant 8 ans et qu'au bout de 8 ans, on arrive à dire « Hello, my name is » et on va le dire en plus avec l'instrument français et pas avec l'instrument anglais. Et c'est tout ce qu'on aura retenu. Donc, on ne l'a pas imprimé émotionnellement. Pour moi, c'est quand même important qu'il y ait c'est-à-dire qu'on apprenne l'alphabet, c'est super important, mais après que ça ait une réalité physique, émotionnelle aussi, parce que c'est ça qui fait qu'on le retient. C'est ça qui fait qu'on va dire que c'est vivant. Et la musique, c'est vivant, ça a du lien avec du vivant. Et comme dit Elisabeth, c'est une trace, mais c'est une trace que quelqu'un a laissée pour que quelqu'un d'autre puisse reproduire quelque chose de vivant. C'est toute la difficulté. Et puis après, voilà. Et après, on peut se dire, OK, ça c'est la base, c'est le rythme. Et puis après, il faut y mettre de l'émotionnel. Il faut y mettre, voilà, pour que ça devienne vraiment vivant. Mais du coup, c'est ton vivant à toi. C'est-à-dire qu'on part du vivant de quelqu'un, on met une trace et on arrive au vivant de quelqu'un d'autre qui interprète et qui va reproduire. Finalement, c'est quelque chose de magnifique parce qu'on va pouvoir reproduire quelque chose qui a été fait dans le temps, dans le passé. Mais après, il faut que ça soit vivant. Donc, c'est tout ce lien entre la trace et le vivant. Comment est-ce qu'on va le vivre et soi-même, après, le retransmettre à quelqu'un d'autre ou dans le vivant, pas avec la trace, mais avec le... Et c'est ça qui est passionnant, je trouve. Ouais. On peut rendre vivant des toutes petites choses. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que tu viens de dire, mais comme tu as prononcé le mot vivant, je me rappelle des petits exercices qu'on fait aussi, puisque je propose des choses un peu concrètes. Un rythme. Combien de fois on entend des gens dire, par exemple, ta, 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 mais c'est d'un ennui mortel. Alors, on va interpréter ça de façon joyeuse, mais ça marche, hein. Ta, 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 ou triste. Voilà. Enfin, et finalement, un exercice de rythme rébarbatif devient ludique, amusant. Je vois quelqu'un qui a écrit ludique. Bah, voilà, et ça devient vivant. Et on se rend compte que même le solfège peut être vivant. Enfin bon, voilà, moi j'essaie de m'amuser parce que si moi je commence à m'ennuyer pendant 3 heures, c'est foutu, hein. Donc j'arrête tout. Mais tu vois, le vivant, il peut être tout petit, hein. Ouais. Enfin, c'est pas encore créé, quoi. On va dire, c'est le spermatozoïde de rythme là qui va un jour rentrer dans la musique
Et ça va faire une belle œuvre musicale, mais ouais, vivant à tous les niveaux. Et les intervalles, on peut les rendre vivants en faisant, voilà, en parlant du roi, des klaxons, d'un univers, d'un décor qu'on se met autour d'intervalles. Et puis, on peut sentir on part toujours en se disant mineur, c'est triste, majeur, c'est gai. Oui, au début, je vais le faire comme ça. Et après, je vais dire, attention, il y a des pièges. Je peux jouer quelque chose de très, très lent en majeur. Et, et petit à petit, on se rend compte que l'univers des tonalités, il n'est pas aussi basique que ce que j'ai dit au départ. Et tout ça, pour moi, c'est vivant. Voilà. Mais... Moi, je trouve que si je peux dire quelque chose, c'est que dans la musique et dans le chant, qui est plutôt le domaine que je connais, j'ai l'impression, mais là aussi peut-être que je me trompe, c'est que finalement, ça va dépendre un petit peu de ce que celui qui chante, alors je ne peux pas dire pour les instrumentistes, hein, mais pour celui qui chante, en fait, qu'est-ce qu'il veut? Finalement, si son but, c'est de chanter quelque chose de beau parce qu'il a entendu quelque chose de beau et qu'il voudrait chanter aussi beau que ce qu'il a chanté, est-ce qu'il a vraiment besoin d'apprendre à lire? Voyez, maintenant, s'il veut, ce qu'il a besoin d'apprendre, c'est comment faire. Et là, peut-être, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Isabelle, c'est-à-dire que dans l'interprétation, et dans là, vraiment, je me mets qu'au niveau du chant parce que le reste, je ne connais pas, il va falloir apprendre un geste, c'est-à-dire comment je vais positionner, comment je vais respirer, comment je vais me tenir pour ce qui sorte de ma gorge, ça ressemble à ce beau que j'ai entendu à un moment et que je voudrais imiter finalement. Et je peux comprendre à ce moment-là que passer par le solfège, c'est peut-être pas indispensable. Par contre, apprendre à se connaître, finalement, on va apprendre d'autres connexions. On va faire des connexions entre la position du corps et le résultat audible du son. Mais c'est aussi un autre alphabet. C'est un autre travail, c'est-à-dire de dire que voilà, quand j'ouvre la gorge, ou quand je baisse mon larynx, ou quand je souffle plus fort, j'ai pas le même son que si je fais un autre geste. Et par contre, si mon but en tant que chanteur, c'est quelle que soit la partition, quel que soit le chant que je veux chanter, que j'y mette moi ma graine, que j'y mette moi mon interprétation. Là, probablement, j'ai besoin d'avoir cet alphabet. Parce que sinon, je serais toujours dans l'imitation de quelqu'un qui a lu cet alphabet. Et je crois qu'il y a autant j'imagine, hein, autant de chanteurs que de postures face à ce solfège. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux finalement? Est-ce que je veux être autonome dans mon interprétation ou est-ce que je veux faire comme celui que j'ai entendu, que j'ai adoré, qui m'a touchée, et c'est plus, finalement, je suis plus touchée par cette interprétation que par le fait de moi-même être capable d'interpréter. Et voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il faut apprendre le solfège à tout le monde, finalement? Enfin, j'imagine que oui, parce que je suis pour le fait que chacun d'entre nous doit savoir lire, ça me paraît indispensable. Pas pour d'autres raisons au niveau de la lecture, mais parce que historiquement, à une époque, quand un certain groupe de personnes savaient lire, on transmettait des informations qui dépendaient uniquement de ce groupe de personnes. Et le fait d'avoir multiplié l'apprentissage de la lecture, ça a donné une liberté à chacun de tous les individus d'une société. Donc j'imagine peut-être que tout le monde connaisse le solfège, ça permet de multiplier les libertés. Mais je suis face à certains chanteurs, par exemple, qui osent m'avouer, alors ils ne savent pas que moi je suis encore pire qu'eux, mais ils osent m'avouer que finalement tout ce qu'ils apprennent, c'est essentiellement par imitation. Mais je leur dis que mais ça aussi c'est un alphabet. Ça aussi c'est compliqué. Je veux dire de positionner, d'avoir la mémoire du geste pour reproduire à chaque fois de manière juste, mais on passe par un autre canal. Alors peut-être une autre façon de faire qui serait peut-être plus adaptée pour eux ou pas, ce serait de passer directement par la trace écrite. Donc trace écrite, mémorisation sonore de cette trace écrite, puis lien avec le geste psychomoteur pour produire une note. Mais dans mon activité, en tout cas, il y a des gens qui osent me dire que finalement, lire une note, ça ne les aide pas. Ce qui les aide, c'est faire appel à leurs sensations dans le corps, en fait.
Ben, oui, c'est pas du tout je pense que c'est pas une obligation. Pour moi, ce cours, c'est comme un enrichissement en plus. Ouais. Moi, je le Euh, prends vraiment. Ouais. voilà. Donc, si tu veux un peu comprendre, si tu veux un peu être plus indépendant aussi, Ouais. pour moi, ça, c'est vraiment important, ah ben, tu étudies. Voilà. Si tu veux pas, si tu es content autrement, ben, c'est bien. C'est pas quelle importance. On peut toucher un petit peu à tout sans être super qualifié dans tout ce qu'on touche. On peut faire un peu de menuiserie parce qu'on aime bien et puis on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas besoin de plus. Et c'est vrai que savoir lire une partition, enfin pour moi, comme je l'ai dit au départ, c'est vraiment pareil que pour la lecture, c'est ne plus être analphabète, c'est juste être indépendant par rapport à l'autre qui n'aura plus voilà, ne pas répéter ce qu'on nous dit parce qu'on ne sait pas faire autrement que répéter. C'est horrible de répéter. Il y a quelques artistes qui sont hyper doués, qui peuvent arriver à un niveau extraordinaire sans lire, hein, mais ils ne sont pas nombreux quand même. Les amateurs, c'est encore autre chose, mais j'ai rencontré un jour un jeune homme qui avait une voix formidable, de ténor formidable, mais il ne savait pas lire. Il est quand même allé à l'Opéra Studio hein, à Colmar. Et après, ça s'est arrêté là, parce que c'était pas possible de faire une carrière de chanteur d'opéra sans lire une partition. C'est juste pas possible. Mais on n'est pas obligé d'être un super solfégiste, pas du tout. Mais il faut quand même savoir lire un peu. Voilà. Donc ça dépend toujours de ce qu'on a envie de faire ou pas, mais c'est pas obligé. Mais je suis d'accord aussi sur le fait que si on offrait un petit apprentissage de solfège à tout le monde, bah, ça serait pas perdu. C'est juste une richesse en plus. Et pourtant, c'est censé être fait dans les écoles, dans les collèges et tout ça. Donc, ça reste rébarbatif. Enfin, j'en sais rien, quoi. Des fois, je suis un peu dubitative aussi. On peut se demander vraiment longtemps pourquoi, comment, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Moi, j'ai décidé que ça valait le coup. Voilà. À n'importe quel niveau, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Toutes les personnes adultes qui viennent à ce cours l'ont choisi et elles ont des raisons pour l'avoir choisi. Et les raisons, c'est justement de ne plus être analphabète et de comprendre un petit peu ce qu'elles ont dans la main, de ne pas se cacher derrière une partition qui ne veut rien dire. Voilà, c'est tout. Hein. Je crois qu'il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est juste un plus dans le bagage des richesses qu'on va accumuler tout au long de sa vie. Mais si on veut être musicien, c'est quand même mieux. Mais comme dit Agnella, ce n'est pas obligé de savoir super bien solfier sa partition non plus. Mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est un peu ma philosophie. Hein. Bon, je ne réponds pas du tout à ce qu'a dit Elisabeth, mais... Moi, j'ai l'impression que j'ai une réponse quand même. Ouais. Moi, ce qui m'a touchée dans ce qu'a dit Elisabeth, c'est l'indépendance et la liberté. C'est-à-dire qu'effectivement, l'imitation, c'est un outil extraordinaire qu'on a depuis qu'on est tout bébé. C'est comme ça qu'on apprend énormément de choses, qu'on est capable de faire plein de choses. Hein. Ça va du sourire, hein, tout simplement. On voit une maman sourire, on sourit. Hein, voilà. On apprend par imitation. Et donc, c'est un outil qui est fabuleux, qui est extraordinaire. Et il ne s'agit pas de s'en passer. Mais c'est juste que quand, du coup, on a besoin... Si on se base que sur l'imitation, on va avoir besoin de quelqu'un qui nous fait la mélodie pour pouvoir l'imiter. Et peut-être que cette personne-là va partir, elle, de la trace qui est écrite sur un papier. Donc, moi, mais par contre, va déjà y mettre un peu son interprétation personnelle, parce que c'est comme ça, c'est vivant. À partir du moment où ça passe de la trace à une voix qui nous sert à nous exprimer, eh bien, on passe déjà par son interprétation. Si on veut être libre, être vierge de cette interprétation-là, et bien sûr, en plus, si on va voir un prof de chant qui a une certaine esthétique, etc., et qui travaille dans cette esthétique-là, je vais pas seulement reproduire la trace, mais je vais déjà être dans l'esthétique vocale. Je vais déjà, comme dit Elisabeth, il y aura peut-être plus de souffle, moins de souffle, un larynx bas, un larynx haut, enfin, etc. Donc ça, on est déjà dans la couleur vocale en même temps.
Donc, et donc, quand j'imite tout ça. Je prends le bloc. Et le fait de pouvoir lire, de passer de la trace directement à musicalement, j'entends ce que je lis. En fait, je fais le lien. C'est un peu ça que je disais tout à l'heure, entre l'oreille et la lecture. Je fais le lien entre la trace écrite et ce que j'entends dans mon oreille. En fait, me donne une indépendance et une liberté. Parce que je n'ai pas besoin de quelqu'un, je n'ai pas besoin d'un intermédiaire, en fait. Je vais pouvoir entendre directement et aller directement de la trace et y mettre mon interprétation après. Je deviens libre, je ne dépends plus de quelqu'un. Je gagne en liberté, en fait. Et ça, c'est magnifique, finalement, de gagner en liberté. Bah oui. Je peux rebondir sur ce que tu disais, Isabelle, et avant aussi, en fait, moi j'ai des fois des élèves ados ou adultes, enfin des ados qui ont fini leur cursus en école de musique, hein, et je leur joue un accord, ils savent pas si c'est majeur ou mineur, ils savent pas déterminer une tonalité, bon ça c'est moins embêtant, mais du coup je me questionne beaucoup sur l'enseignement justement du solfège pour les enfants. Et moi quand j'étais petite, j'ai commencé en tant qu'instrumentiste, je me suis mis au chant très tard, et franchement ça me semblait très abstrait le solfège. Et en fait là ce que j'entends c'est qu'il faut pas le déconnecter de la musique. Et ça devenait quelque chose de très différent qui n'était pas forcément en lien avec les cours d'instruments. Et là, j'ai repris des études très tard, en fac de musicaux et tout. Je me suis du coup vraiment intéressée au solfège sur le tard, parce que ça a pris du sens plus tard, en fait, tout ça, toutes les questions d'harmonie et tout. Et je me souviens quand j'ai commencé le chant choral, parce que j'ai plutôt fait des choses en solo avant, bah, du coup, il fallait que je faisais des déchiffrages à vue. Franchement, c'était pas mon truc. Et j'ai essayé la méthode à Barrettaz, que beaucoup de gens connaissent. Et alors ça, c'est redoutable ce truc, mais en fait, c'est très déconnecté de la musique. Parce que c'est vraiment apprendre les intervalles indépendamment du contexte harmonique et tout. Et j'ai pas retenu tous les cahiers, hein. Et en fait, je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est dire que ça sert à la musique, et c'est dans la musique, et c'est pas des choses complètement inaccessibles. On peut déjà facilement, comme vous le disiez avant, entendre si quelque chose est binaire ou ternaire, etc. Et c'est en plus de pouvoir jouer de la belle musique en plus, parce qu'on est tout de suite dans ce à quoi ça sert et ce qui nous fait vibrer, parce que c'est notre but, c'est de faire cette musique, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça est en train de changer quand même les cours de solfège, la manière dont c'est fait en tout cas. Je sais que moi, quand j'étais petite et que j'ai voulu faire de la musique, bon, c'était au Luxembourg, je ne sais pas comment c'était en France, mais on m'a dit non, tu ne peux pas faire d'un instrument si tu ne fais pas 2 ans de solfège avant. Donc, tu peux commencer à toucher un instrument qu'au bout de 2 ans. Et du coup, ça a dissocié pour moi vraiment le fait de jouer avec le fait de faire du solfège. Je faisais 2 choses différentes. Et ça a été super difficile pour moi. Alors, je ne connais pas, du coup, je ne l'ai pas vécu en France, mais je pense que ça ne doit pas être si loin. Voilà, mais c'est vrai que je l'ai vécu avec mes enfants aussi, où c'était compliqué, voilà, parce qu'ils... C'est toujours le cas, hein. Enfin, dans la majorité des écoles, et c'est toujours le cas. L'obligation du solfège. C'est une question ouverte, je pense que c'est pas... Enfin, il y a un but derrière, parce que l'apprentissage du solfège est important, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Alors qu'on peut très bien faire les deux en même temps. Et s'il fallait faire un choix, on ferait pas quand même d'abord l'instrument ou le chant avant le solfège. Enfin bon, pour moi, ça me semble aberrant, hein. Ou alors, on fait du solfège musical, mais alors, autant faire tout de suite un... Enfin, c'est pas... C'est comme si on te donne des outils, on te dit tu fais rien avec, quoi. Enfin bon, tu apprends à taper mais avec ton marteau, mais tu vas pas construire quelque chose. Ça n'a pas de sens. Dans certains pays, on fait les 2 en même temps, l'instrument et la formation musicale. Mais justement, par rapport à la formation musicale, je dis bien formation musicale, ça a plutôt tendance actuellement on a envie de l'enlever, justement. On a envie de l'enlever, et ça, c'est dangereux aussi, quelque part, qu'on l'enlève totalement. Ce qui est un peu dommage, c'est que, bon, alors, quand je dis il faut aller vers les choses simples, mais c'est quand même pour apprendre, hein. Et j'ai l'impression que de temps en temps, on tend un peu à trop simplifier toutes les choses et plus utiliser nos capacités
d'apprentissage, notre cerveau, enfin quand même, normalement, tout le monde est capable d'apprendre encore à tous les âges et des choses. Le solfège, c'est pas, enfin la formation musicale, tout ça, c'est quand même pas la chose la plus difficile à apprendre, me semble-t-il. Donc pourquoi, enfin, tu rigoles, mais pourquoi tu rigoles? Je pense à certains chanteurs qui pourraient, pour qui c'est terrible. Parce qu'ils ont un blocage par Oui, rapport à oui, ça. oui. Moi, je veux dire, j'ai pas connu ça non plus, donc j'ai quelques du mal parce que je suis passée par autre chose avant. Et mais souvent, les chanteurs, quand ils commencent tard aussi, Ouais. il y a plein de choses qui, voilà, c'est aussi le fait quand on commence, quand on voit les gens qui démarrent le chant très très jeunes, ils n'ont pas les mêmes problèmes que les personnes qui commencent tard, quoi. Il y a des connexions qui se font plus difficilement. Aux adultes, on demande des choses trop difficiles très, très, très vite et qui sont effectivement déconnectées de la musique. Alors, franchement, quand tu es adulte et que tu as vraiment envie de faire de la musique, tu n'as pas envie de faire. De passer par ce côté rébarbatif. Mais moi, j'ai eu une prof de solfège petite que j'ai adorée. Et on le sait très bien que quand on aime son prof, la matière qu'on étudie est quand même beaucoup plus sympa, hein, et paraît bien moins difficile. Donc, qu'est-ce que c'est important d'avoir un bon prof? Tout le monde a été dégoûté d'une matière à cause du prof, on le sait, hein. Donc, pourquoi ne pas tomber amoureux d'une matière grâce au prof? Bon, ça, c'est encore un autre débat, hein, mais bon, parce que c'est important. On va tous tomber amoureux de toi. Non, c'est vrai, je ne veux pas trop. Je ne suis pas parfaite, hein, faut pas croire. Pas du tout, hein. Tu n'as pas besoin. Non, c'est vrai. Ouf. Les gens parfaits, on ne tombe pas amoureux d'eux. Non, c'est vrai. Si on ne sent pas qu'il y a un peu des faiblesses et des vulnérabilités, si les gens sont trop parfaits, c'est pas intéressant. Ouais, ça ne veut rien dire, hein. Donc, je trouve ça super que tu arrives à mettre justement beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté aussi dans tout ça. Je pense que ça, c'est certainement important pour Ah oui, bah, c'est sûr. d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait en fait. Mais C'est moi, vrai. il faut que je m'amuse parce que franchement, partir le samedi matin pour faire 3 heures de solfège alors qu'on a déjà un boulot, on se dit mais pourquoi je fais ça, quoi? Et ben parce que c'est sympa. Et puis à chaque fois, ça progresse. Et voilà. Et les gens sont contents. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie, hein, franchement? Le plaisir, le moteur. Hein. Ouais, exactement. Voilà. Je peux prendre la parole, j'avais levé la main, c'est pas grave, comme ça Excuse-moi. Ça va, Isabelle? Ouais. Par rapport à ce que disait Elisabeth, fondamentalement, oui, c'est vrai. On n'a pas forcément besoin de solfège. Ça va à l'encontre de ton intervention aujourd'hui, Vérène, certes, mais moi, j'ai beaucoup d'élèves qui… Voilà, il y a deux pôles par rapport aux envies et aux besoins, en fait. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui travaillent à l'oreille et qui ont des voix formidables et qui avancent à l'oreille, mais de façon scotchante, parce que vraiment, ils sont forts, parce qu'ils s'approprient les choses, même sans passer par l'outil dont tu parlais, Isabelle, où il y a effectivement une feuille, on interprète, même en donnant des choses, quand on est prof, de façon tout à fait neutre et tranquille, on peut ne pas impacter dans ce qu'on est et la personne s'appropriera son interprétation en trouvant sa propre voix. C'est ça quand même le but aussi d'un prof de chant, hein, que la personne en face trouve sa voix à elle et pas imiter la nôtre, ça c'est clair. Donc ça, c'était une première chose. Par contre, c'est vrai que quand il y a des ambitions professionnelles ou qu'on a envie d'aller plus loin, le solfège est un passage obligé. Et pour revenir au passage intermédiaire, pour aller dans ton sens, Vérène, c'était aussi, oui, c'est toujours intéressant d'être curieux et ça permet d'avancer. Même en se disant, c'est bon, j'en ai assez, j'ai pas besoin de plus. Mais j'ai appris comment ça fonctionne, comment ma prof ou les gens que je rencontre ou les grands chanteurs fonctionnent, c'est quoi une partition, etc. De la curiosité de vie. Et ça, c'est très intéressant. Aborder ça et après, ils voient quelle dose ils en ont besoin, c'est tout. Et d'autres, pas du tout. Mais le côté ludique, pour moi, il est essentiel. Le plaisir, comme tu l'as dit, la simplicité et s'adapter aux personnes qu'on a en face. Et de jouer, quoi. Moi, j'ai un fils qui a commencé l'éveil musical pour parler de l'éducation en France. Il voulait jouer un instrument. Il lui a dit d'abord éveil musical. Mais c'est génial parce qu'avec l'éveil musical et les percus, on apprend plein de choses dans l'écoute, dans la sensibilité qu'on met déjà dans la voix et dans le geste et dans le ressenti du corps. Et après, il passe à l'instrument.
Et ils ont fait instrument et solfège ensemble. Et ça fonctionnait très bien. Avec un prof que tout le monde voulait parce qu'il était drôle, exigeant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exigeant quand on est... Voilà, exigeant, mais très drôle. Et ça passait très bien. Je crois que c'est la recette, ça. Hein. Voilà. C'était mon ressenti par rapport à tout ce qui a été dit. Merci. Merci Gaëlle. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'intervenir encore avant que nous fermions la bulle? Oui, Claire. Oui, je veux bien. Je suis ravie de ces échanges. C'est passionnant. Et surtout que les choses sont exprimées très clairement, peut-être plus que ce que moi je voudrais arriver à dire. Et par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, Isabelle, c'est vrai que je trouve en fait, c'est vrai que de savoir lire, je pense, ou de partir de cette trace écrite et de trouver sa propre voix, en fait, par rapport à ça, c'est important. Et par rapport à ce qui était dit sur le texte, m'est venu en mémoire les paroles de Ludovic Tézier qui disait, donc c'est un chanteur d'opéra, mais peu importe, c'est un chanteur, et il disait, lui, c'est le texte et le texte. C'est s'approprier le texte, en fait. Ce que tu disais tout à l'heure aussi, Vérène, c'est de dire le texte. C'est important. On ne chante pas que des notes. Enfin, il y a la musique, mais il y a le sens du texte. Et que c'est finalement le fait de s'approprier le texte qui va faire venir la voix, qui va donner l'intention et l'émotion, enfin, qui va faire venir la voix dans la justesse de ce qu'on veut exprimer. Je ne sais pas si je suis très claire, je suis désolée, mais voilà ce que je voulais dire. Merci Claire. Et je voulais savoir quel était le métier d'Elisabeth. Alors, moi, je suis médecin et je suis en fait phoniatre. D'accord, ok. Donc, mon matériau, c'est la voix. D'accord, ok. Et contrairement peut-être à beaucoup de phoniatres, je ne suis pas musicienne. Et je suis venue à la voix de manière très indirecte, d'abord par l'oreille, parce que je me suis d'abord occupée de personnes en situation de handicap, donc des personnes sourdes. Et c'est par vraiment la réflexion justement de ce lien entre l'écrit et cette trace phonétique, cette trace acoustique qui ne se faisait pas, et comment finalement on faisait des détours, comment on mettait en place d'autres connexions, que cette tâche aveugle en fait finalement m'est apparue aussi importante dans, non pas que je pense que les gens qui entendent pas ont des vies moins riches, ça j'en suis bien entendu convaincue du contraire, mais ça a redonné de l'intérêt à cette trace acoustique. Et c'est vraiment par l'oreille, par la surdité, je vais dire que moi je suis venue à la voix, par le fait aussi que j'ai un mari qui est passionné d'opéra et qui lui y est venu aussi. C'était des parcours. Il a une sœur qui, je pense, fait exactement le même métier que Vérène, qui est pianiste à Paris, qui a l'oreille absolue, enfin, qui travaille beaucoup sur la transmission du solfège. Mais il est surtout psychiatre et il est venu à l'opéra parce que l'opéra lui apportait au niveau des émotions dans son métier de psychiatre, en fait. Donc, on a comme ça des petites boucles un peu, et certaines boucles faisaient que on se trouvait à un moment dans la même boucle. Lui, sur le plan de l'opéra et des voix et de ce que la musique et les paroles, justement, l'importance de ce que tu disais, le texte. Et moi, les voix, en fait, je me disais, mais quelle performance, comment on arrive à faire ça, enfin, voilà, que je suis venue donc à cette voix, d'abord la voix d'opéra, et puis ensuite les voix des musiques actuelles qui m'ont déclenché aussi des émotions extrêmement intenses, et puis tout simplement la voix, en fait, comment on la produit, pourquoi des fois elle va pas bien, et ça tombait bien parce que dans mon métier, il y avait tout un domaine là-dedans que je pouvais, en l'occurrence à Strasbourg, développer parce que c'était pas très très développé. Donc j'avais un champ libre, ce qui est très angoissant parce que j'étais toute seule, hein, donc il fallait creuser aussi un petit peu son chemin. Et puis voilà.
Et puis, j'ai gardé ces 2 étiquettes, donc du médecin, phoniatre pour la voix et de médecin audiophonologiste pour l'oreille. Et que ce qui est finalement, 2 modes d'entrée d'une même fonction, hein, c'est qui est la phonation et puis j'ai rencontré Isabelle qui a encore apporté, tellement de choses à mon moulin, à mes, voilà et puis vous, voilà, qui me tout chaque fois m'apportez des choses qui sont, tellement, tellement loin de ce que je suis et qui voilà, m'apportent de la curiosité et de l'envie de découvrir encore plus de choses et puis peut-être qu'un jour j'arriverai à chanter une partition. Peut-être, hein, peut-être que je suis pas si nulle que ça finalement et que j'oserais faire le pas. Peut-être, peut-être. Yaka. Yaka, Voilà. exactement. Hélène, tu donnes tes cours, c'est des cours ouverts. Actuellement, ce sont des cours via Zoom ou ce sont des cours en présentiel ou est-ce que tu as envisagé de donner des cours, d'ouvrir des cours Zoom? Une Zoombi? J'ai pas pensé à donner des cours Zoom. J'avais fait ça à un moment quand on ne pouvait plus du tout se voir. Il n'était pas concevable pour moi d'arrêter comme au premier confinement tout parce que bon, voilà, on peut pas. Donc je l'ai fait par Zoom. Mais dès qu'on a pu se retrouver, l'atelier des Malteries est situé à Stikheim, donc on avait un local. Là, donc on s'est retrouvés là. Donc comme j'avais dit, sauf les personnes qui étaient vraiment angoissées, ne sont pas venues. Le groupe s'est donc un petit peu étiolé. Mais les vaillants sont toujours venus. Et puis la mairie a décidé de fermer à nouveau tout ça. Et donc j'ai ouvert mon local qui se trouve au fort de Wolfisheim. Et au fort de Wolfisheim, il y a des locaux que quelques artistes louent, dont moi. C'est 50 mètres carrés. L'espace, donc ça va quoi. J'ouvre toutes les 10 minutes, voilà. Donc on est courageux et on continue le solfège à distance. Alors, du coup, parce que là, il y a en présentiel. Pardon. Il y a des gens qui ne viennent pas de Strasbourg et qui ne viendront pas à Wolfisheim. Est-ce que c'est envisageable qu'ils puissent, à un moment donné, travailler avec toi, peut-être sous forme de stage Ah ouais, ça serait sympa. J'avais fait, il y a très, très longtemps, un stage d'1 semaine au Clébar. Pour ceux qui connaissent le Clébar, hein, c'est un très bel endroit. Et c'était avant la rénovation. Mais alors, j'en suis pas revenue. Et ça durait 5 jours et il y avait suffisamment d'inscrits pour faire un stage de gens qui venaient faire du solfège matin et après-midi. Je me dis, il y a quand même des gens qui sont un petit peu maso, hein, mais on a fait pareil. C'était super sympa. Évidemment, là, à midi, on mange ensemble. Voilà, vous savez ce que c'est les stages. Et au bout d'1 semaine, ils sont arrivés à faire plein de trucs. Enfin, tout est possible. Je crois que tout est possible. Moi, j'étais vraiment crevée après, hein, parce que je me suis donnée à fond parce que la chose quand même importante, c'est de se donner pour que ça reste sympa et ludique. Hein. Sinon, on tombe dans le rébarbatif au sens premier du terme. Hein. Donc oui, c'est envisageable sous forme de stage. Je pense que ça peut être très sympa. Bon, il faudrait qu'on en parle et qu'on voit comment on peut faire. Concrètement, hein, parce que voilà, ça ne s'improvise pas par contre sous forme de stage. Autant je me sens assez libre quand c'est comme ça une matinée, autant un stage, il faut que ce soit bien construit, etc. Donc, je ne vais pas vous dire venez le mois prochain, hein, ça c'est pas possible. Faut quand même que bien. Et ça peut être éventuellement combiné avec autre chose pour que ça ne soit pas trop intense. Donc, à voir, hein. Je ne dis pas non. Voilà, de la même manière, peut-être t'inviter à réfléchir à effectivement des séances Zoom qui permettent aux gens à l'autre bout de la France, voire en Suisse, voire en Belgique, voire au Canada, d'avoir accès à ta manière de faire. Voilà, mais ma manière de faire, j'espère que ça a été assez clair. C'est pas révolutionnaire, hein. Je prends un petit peu dans mon grand sac un peu de tous les trucs. Hein. Je vais pas écrire une méthode sur un bouquin et tout ça. Hein. J'en ai hors de question. Enfin, je pense pas, parce que sinon ça redeviendra comme tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui arrive là maintenant. Donc je vais l'accueillir. Mais... Voilà, donc ma manière de faire, c'est tout le monde ensemble, c'est sympa, on travaille et on se détend et on dédramatise la situation et puis voilà, c'est ça. Hein.
Et c'est pour l'amour de la musique, au bout du compte, c'est pour faire de la musique. Hein. N'oublions pas quand même que tout ça, c'est pour faire de la musique. Voilà. Donc, si vous avez envie, oui, mais il ne faudra pas non plus vous imaginer que ça va être tip-top tout le temps. Enfin, ça, c'est ma modestie qui reprend le dessus. Voilà, je suis une humble prof de solfège rébarbatif. Ben, en tous les cas, pour ma part, moi, je te remercie énormément d'avoir bien voulu intervenir en conférence ce matin dans la Maison de la Voix, dans notre Maison de la Voix, parce que ça nous semblait important aussi d'aborder ce sujet, évidemment. Donc, on est très, très contente, enfin, je parle au nom d'Elisabeth, mais Elisabeth, tu peux me corriger, hein, de t'avoir avec nous ce matin. Merci, en tout cas, de m'avoir invitée. J'avais un peu peur, hein, je craignais un petit peu, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Et vous m'avez toutes et tous mis à l'aise, je vous remercie beaucoup. Voilà, donc Vérène m'a dit effectivement avant d'intervenir ce matin, bah, je pense que si j'arrive à tenir 1 heure, c'est déjà pas mal. Et là, ça fait presque 2 heures, donc ça passe vite et on était passionnés. Moi, je ne me suis pas ennuyée 2 minutes, donc je te remercie beaucoup, Vérène. Et bon, voilà, si d'autres personnes ont envie de... J'ai eu l'impression que Pascal avait peut-être envie de dire quelque chose avant qu'on referme la petite bulle de conférence de ce matin, mais peut-être que je me trompe, ou quelqu'un d'autre d'intervenir. Si personne n'a envie de dire quelque chose, la tradition de la Maison de la Voix, vous le savez pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, bah, c'est d'entendre vos voix avant de vous quitter. Et donc, d'allumer vos micros et de nous dire des choses de vive voix, pas par écrit. Donc, j'ai finalement, voilà. Eh bien, écoutez, David, cette conférence sera en replay très bientôt. Voilà, donc vous pourrez la voir en rediffusion. Voilà, vous allez sur le site de Courant d'Art, dans les conférences, en replay, et vous allez la trouver très bientôt. Je ne sais pas si on m'entend. Ah oui, Zekira. Ah, ça y est. Bon, c'est vrai que je n'ose pas trop prendre la parole en principe, mais vous voyez, ça ne m'a pas empêché de faire des petits commentaires par-ci, par-là. Ça m'a beaucoup parlé, moi, cette conférence. J'ai été dans la tradition de l'oralité, je suis berbère, et je suis professionnelle du chant, dans le jazz principalement. Et j'ai beaucoup travaillé par imprégnation et donc forcément par imitation. Bon, avec les années de pratique et l'âge venant, voilà, je réinvente, je propose mes propres interprétations. Voilà, mais j'ai toujours voulu apprendre le solfège parce que je suis limitée en fait, même si c'est vrai que je gagne ma vie, voilà, comme chanteuse, n'empêche que je me sens limitée et je ne suis pas autonome. Voilà, et j'ai très envie de ça, d'autonomie. Je viens de fêter mes 50 ans et je veux être autonome maintenant, je veux grandir. Voilà, et pas toujours attendre que les musiciens soient disponibles pour m'aider à déchiffrer. Voilà, je veux être libre, je veux être une femme libre. Voilà, merci beaucoup et j'adorerais vraiment être du prochain stage de Vérène. J'aime beaucoup sa démarche, l'enthousiasme et l'humour qu'on sent quand elle parle de sa démarche. Et voilà, merci beaucoup. Merci Isabelle. Et plaisir aussi d'avoir entendu Elisabeth. Merci, merci Zekira. Bon, voilà, merci beaucoup et puis au plaisir de vous voir tous en chair et en os. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est super important de vous avoir entendu parce que je crois que vous n'êtes vraiment pas la seule dans ce cas-là. Et Vérène, du coup, la proposition que j'ai envie de te faire, c'est est-ce que tu serais d'accord de faire un cours de solfège, comment on pourrait appeler ça, cours de formation musicale ou de solfège anonyme pour les... C'est comme les alcooliques anonymes, là, parce qu'à 50 ans ou à 56 ans,
On n'a plus envie de voir que les autres, ils savent. Les autres, ils savent pas qu'on ne sait pas lire la musique. Donc, mais nous, ça nous pose un problème. Donc, voilà, on vient, mais anonymement. Mais si je vois personne devant moi, ça va pas le faire. Hein. Je vais voir des visages. Voilà, mais ça reste entre nous. Il n'y a personne qui va le savoir. On fera pas de capture d'écran et on va pas le mettre sur Facebook. Merci. Non, Voilà. Pardon. Juste, j'ai un problème avec ma caméra. Hein. C'est pas du tout que j'ai voulu me cacher. Et j'adore cette idée que j'ai encore plein de choses à apprendre. J'adore ça. Voilà. J'entre dans ma deuxième partie de vie et j'adore cette idée que j'ai plein de choses à apprendre. Voilà. Merci. Merci Zekira. Mais c'est super, mais il y a plein de gens qui sont embêtés par ça et qui n'osent plus en fait aussi. Donc il y a voilà, mais c'était une petite blague. Hein. Merci Zekira. Je rebondis juste sur ce que vient de dire cette personne et puis ce que tu as dit, Isabelle. Oser, c'est essentiel. Et accepter de se tromper. Je ne sais pas si on m'a entendu. Ouais, c'est bon. Oui, tout à fait. Oser quelque chose pour apprendre, parce que cette vie, on est là pour l'instant, de façon officielle, on n'en a qu'une. On ne sait pas ce qui se passe avant, ce qui peut se passer après. Mais oser pour apprendre. On est heureux quand on réussit à franchir des petites montagnes, qui pour certains, des montagnes sont faciles et puis là, on n'y arrive pas. Donc, oser pour apprendre et oser se tromper. Et c'est là que la victoire est encore plus belle dans la satisfaction personnelle. Donc, moi, je dis oui à tous ces projets. Et en vieillissant, entre guillemets, c'est un atout magnifique. Un atout magnifique. Donc, je conforte et j'encourage cette personne qu'on vient d'entendre. Et oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à cet endroit-là. Merci Gaëlle. Alors, on va peut-être bientôt clore cette, clore cette conférence de ce matin. Moi, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être tous là pour ce petit moment de partage. Voilà, ça me sort de tout ce qui se passe et voilà, ça prouve que les choses sont possibles, même quand on ne peut pas se voir en présentiel. On peut continuer à avoir des contacts, à être en connexion, à apprendre des choses les uns avec les autres et à être créatif. Hein. Et ça, c'est magnifique. Hein. Donc, merci à la technologie quand même de nous permettre tout ça. C'est très, très beau. Et puis, merci à tous ceux qui sont là sans qui ce n'est pas possible, évidemment. Voilà pour mon petit mot de la fin. Et puis, ouvrez vos micros et c'est à vous. Moi, je ferme la salle, hein, j'ai les clés. Voilà. Ouais. Elisabeth, en général, on ferme la salle. On ménage, on balaye, on range les tables. Voilà, c'est super. Ouais. On lave la cafetière. Exactement. La poubelle. En tout cas, moi, je réitère ce que je vous ai dit. Vous m'avez mis super à l'aise. J'ai vraiment beaucoup douté de l'intérêt de tout ce que j'allais pouvoir dire ou pas pouvoir dire. J'avais surtout peur de ne pas pouvoir dire. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Parce que sur le coup, je me trouvais juste moi avec ce que je faisais. Et Isabelle, merci d'avoir cru en moi, ça fait un peu c'est un peu, mais merci parce que finalement tu as cru que ce sujet-là pouvait être intéressant et il semblerait que ça le soit. Donc youpi, je suis très contente, c'est un début de week-end qui me donne la pêche. Ouais. Je l'avais pas ce matin, hein, franchement. C'est super. Donc, on se revoit bientôt, quoi, tous, hein, c'est ça. Avec plaisir. Voilà. Ça, c'est parce que c'est le côté d'Isabelle que tu connais pas. C'est le côté magique d'Isabelle. Ah, si. Oh, bah, si. Parce qu'elle a une petite poudre, là. Tu sais que dans ses plantations, dans son jardin, elle te dit oui, je fais de la permaculture. Oui. Et en fait, Isabelle, c'est pas vrai. Ça tombe bien parce que j'avais l'intention de faire du jardinage aujourd'hui, donc je vais aller chercher un peu de poudre. Voilà.
On peut avoir aussi peut-être les horaires, enfin l'organisation précise des cours que vous faites, parce que pour des élèves que ça peut intéresser, Oui, qu'on puisse leur j'allais donner. le dire. Oui, tout à fait. Alors, si Vérène est d'accord, quand je vais mettre la conférence en replay, je mettrai ces informations avec en dessous, au-dessus, je ne sais pas exactement, ça c'est le webmaster qui va s'en occuper. Ça se passe à Strasbourg, hein, vous l'avez compris. C'est en Alsace, Strasbourg, capitale de Noël. Et du vélo. Et du solfège. Et de la musique. Et de la musique. En tout cas, merci à tout le monde. Et puis, il faut bien que quelqu'un dise au revoir à un moment. Hein. Donc, au revoir, bon week-end et vive la musique. Hein, ça fait ça. Vive la musique. Merci, merci. Merci, bon week-end. Isabelle, Bravo, merci à ma copine Vérène.